Tout le monde est là, on va pouvoir commencer le petit podcast dans lequel je vais vous raconter comment j'ai frôlé la mort. C'était assez... voilà. Maintenant, je vais très très bien, comme ça vous savez. Normalement, je sais pas, c'est mon premier stream depuis mon retour. C'est pour ça que je marque un petit peu plus de pause que d'habitude quand je parle, mais je vais vous expliquer pourquoi incessamment sous peu, si vous me le permettez, et si ça vous intéresse. Bon, je vais vous raconter. Alors, j'étais en Belgique. Non, je vais vous raconter tout depuis le début. Pour ceux qui savent et pour ceux qui savent pas, recontextualisons. J'ai une maladie qui s'appelle la thrombophilie. Je sais pas si c'est une maladie ou un symptôme ou une conséquence de quoi, mais en gros, j'ai de la thrombophilie. Et la thrombophilie, ça fait que mon sang, il coagule trop. Et je pense que quand tu dis que ça coagule trop, ça veut dire que ton sang, il est dur. Ça veut dire que mon sang, dans mes veines, il devient dur parfois. Et ça fait que... Moi, j'ai découvert ça quand j'avais... On va dire... 13-14 ans, quand j'ai eu mes premières règles, parce que j'avais des gros caillots de sang. Donc des caillots de sang, c'est-à-dire des gros morceaux de sang. C'était des gros morceaux noirs de sang, désolée, c'est un peu crade. Mais bon, je vous raconte tout depuis le début. Des gros morceaux qui devaient sortir et du coup ça faisait super mal parce que c'était pas juste du sang, c'était des morceaux et ça faisait crever de mal. Et du coup j'ai dû commencer à arrêter d'avoir mes règles et tout. Du coup j'ai commencé à prendre la pilule, une pilule spéciale parce que je pouvais pas avoir une pilule trop forte parce que si j'avais une pilule trop forte, mon sang, il devenait aussi dur. Voilà. On va dire dur, hein. Comment tu peux pas... Du coup, tu peux pas te faire vacciner. Je vais vous raconter. Attendez. Bref, trop heureuse de te retrouver. Merci, Nanomatop. Je suis posée dans mon transat. Je suis prête pour la longue histoire. Il n'y a pas tellement de type d'anti... Il n'y a pas de traitement type anticoagulant, justement, c'est trop dangereux. Non, il y a. Mais voilà, à l'époque, on faisait juste attention. Voilà. Et oui, je devais prendre des piqûres, effectivement. J'ai toujours dû prendre toute ma vie des espèces de seringues. Quand je prends l'avion, quand je suis alitée, quand je dois aller à l'hôpital, quand je sais que je ne vais pas bouger pendant très longtemps, je devais me piquer. Bon, ça a des anticoagulants, ça fait que mon sang, il est plus liquide. Voilà. Et ça, c'était l'histoire de ma vie. Et voilà, vous avez les bases. Ensuite, ma vie continue. Et j'en ai un peu marre de faire des piqûres parce que les piqûres, regardez ce qu'elles me font. Regardez ce que ça me fait, les piqûres. Et encore là, c'est cicatrisé, hein, déjà. Donc, laisse tomber. Les piqûres, c'est juste pas mon truc. J'ai toujours eu des grosses marques... J'ai aussi des grosses marques sur les jambes et tout à cause des piqûres, enfin bref. Et je supportais pas en fait, quand t'as 14, 15, 16 ans, t'as pas envie d'avoir ça sur le ventre quoi en fait, tout simplement. Et en plus ça faisait mal, oui je faisais du Clexane, exactement, c'était du Clexane. Et donc voilà, ça s'appelle des piqûres de Clexane et je faisais ça tout le temps pour éviter que mon sang se bloque. Mais on n'avait pas fait d'examen supplémentaire sur la question, tout simplement. Ensuite... Donc j'arrête un peu ça, je continue de prendre la pilule, mais c'est une pilule qui est pas très forte, donc elle est un peu nulle, donc finalement j'arrête de la prendre. Et après, je pars au Japon, je fais ma vie, de temps en temps je prends des pilules que je me fais prescrire en Belgique, nanana. Puis après je viens aux États-Unis, blabla. Et en fait, j'ai dû refaire des examens parce que après l'accouchement de Momo, après l'allaitement et tout, j'ai eu des problèmes hormonaux. Et ces problèmes hormonaux étaient liées à mes règles, ce qui faisait que j'étais dans dépression 2 semaines par mois, ce qui est beaucoup trop. J'ai encore un gros déséquilibre hormonal, enfin ça s'appelle de la dysphorie. Et du coup, moi je voulais reprendre la pilule. Et du coup, pour que je reprenne la pilule, ils m'ont fait tout un tas d'examens. Et en fait, après, ils ont dit non. Ils ont juste dit non, tu peux pas. On a fait les examens et tu peux pas, c'est mort. Parce que justement, tu es thrombophile. Et j'ai dit oui, mais moi j'ai quand même envie, enfin bref. Et après, effectivement, il y a quelqu'un qui a posé la question, du coup, pour le vaccin, tu fais comment ? Et du coup, le vaccin, c'est trop bête. Vous êtes au courant, ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube principale, sur ma chaîne YouTube Japon, vous savez que sur cette chaîne, malheureusement, j'ai été obligée à un moment donné de rentrer au Japon pendant assez longtemps
parce que notre visa aux États-Unis était dépassé. Enfin, en tout cas, on devait le renouveler. Mais pour le renouveler, on était obligé d'aller à l'ambassade au Japon parce que on avait reçu notre visa depuis le Japon. On n'a pas emménagé de la Belgique aux États-Unis ou je sais pas. On a emménagé du Japon aux États-Unis. Et du coup, on devait rentrer au Japon pour refaire tous nos papiers. On était obligé, en plein Covid, de quitter les États-Unis et d'aller au Japon pendant longtemps pour refaire nos papiers, en fait. Ce qui est, quand tu réfléchis, c'est dingue. On était en plein Covid, quoi. Et en fait, pour rentrer au Japon, parce que le Japon est super strict, fermé aux étrangers, machin, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Le vaccin. Alors que moi, mon docteur, il m'a dit, tu ne peux pas faire le vaccin, je te l'interdis. Mais du coup, moi, j'avais besoin du vaccin, parce que sinon, je pouvais pas quitter le pays. Et si je pouvais pas quitter le pays pour aller refaire mes papiers, bah, j'avais plus de visa. Et si j'avais plus de visa, bah, j'étais illégale aux États-Unis. Donc, je trouve que, sincèrement, pour le coup, le gouvernement, tout ça, ils ont été très intelligents. Voilà, je trouve que c'est vraiment une gestion des choses. C'est prendre en considération tous les gens qui ne peuvent pas se faire vacciner. C'est vraiment prendre en considération le fait qu'on ne puisse pas voyager pendant le Covid. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant comme expérience. Du coup, je me suis faite vacciner quand même en cachette. Je l'ai dit à personne que j'étais thrombophile. Et j'ai été chez un autre médecin qui n'avait pas mes dossiers parce que aux États-Unis, ça fonctionne par branche. C'est comme si tu allais dans un hôtel et dans un autre hôtel, tu vois. Ils savent pas. Genre, si tu vas chez Hilton, bah, ils savent pas vraiment ce que tu as été foutre dans un truc qui s'appelle Greenvard, tu sais, une autre marque, Marriott. Voilà, tu vois, si tu vas chez Hilton, et puis qu'après tu vas chez Marriott, bah, tes dossiers sont pas transférés. Du coup, moi, j'étais chez Hilton, ils m'ont dit tu peux pas faire le vaccin, sauf que moi, j'avais pas le choix. Du coup, j'ai été chez Marriott parce que je suis très intelligente. Et chez Marriott, ils m'ont fait mon vaccin. Et j'ai fait attention, j'ai pris en même temps mes anticoagulants, Et après ça, ma dépression s'est empirée. C'est pas vraiment une dépression, c'est une dépression par rapport à mes règles, enfin bref, déséquilibre hormonal et tout. En même état risqué ta life, t'as pas stressé. Si, j'étais hyper stressée, j'étais hyper fâchée de devoir faire ça. Je vous jure, je pleurais de rage contre le système parce que je trouvais que c'était vraiment inacceptable en fait que je sois forcée comme ça à prendre un médicament qui me met en danger pour des papiers, quoi. Enfin, je veux dire, je pouvais pas être excusée, juste rester aux États-Unis et que Moshi il aille au Japon. Enfin, je vous avoue que j'avais envie d'aller au Japon aussi, tu vois. J'avais envie d'aller au Japon. J'avais envie d'aller au Japon avec Momo. J'avais envie... Je vais pas vous le cacher. Le Japon, c'est mon pays de cœur. Vous le savez. C'est des gros bisous partout. Donc, j'étais plutôt contente d'y aller. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé ça hyper honteux de me dire que j'étais obligée de me faire vacciner. Enfin, j'aurais dû, je trouve, avoir une excuse du Japon ou des États-Unis. Tu sais que les États-Unis m'aient donné une liste que voilà, en fait, elle peut pas se faire vacciner, machin et tout. Ça aurait été vraiment bien. Sauf que moi, comme une connasse, bah, je pouvais pas, quand j'ai vu, rien qu'en arrivant au Japon en octobre de l'année passée, je me suis dit, putain, heureusement que je me suis fait vacciner, sinon j'allais presque en prison ici, quoi. Franchement, c'était militaire, hein, le Japon. J'en parle dans mes vidéos, mais c'était militaire. Fallait vraiment, en plein Covid, fallait vraiment avoir envie d'aller au Japon, quoi. Vraiment. Tellement ils te faisaient cracher de la salive dans des petits pots, puis ils te faisaient des examens, bababa. Ouais, j'aurais dû avoir une dérogation, mais ça se faisait pas, c'était pas encore pris en compte parce que c'était nouveau, parce que moi j'ai pas réussi à trouver un truc. Avec Mohi, on a vraiment cherché une entourloupe. J'en ai parlé avec le médecin qui m'avait dit tu peux pas faire le vaccin. J'ai dit est-ce que je peux pas avoir un papier qui prouve que Ils ont dit non, mais ça changerait en fait parce que si t'es pas vacciné, t'es quand même à risque et du coup bah tu vas quand même propager le truc et tout, alors que même si t'es vacciné, tu peux l'attraper le virus. Enfin, c'est complètement ridicule, mais bref. Non, c'est pas normal. Moi, je trouve ça dégueulasse. Qu'a pensé Mochi? Il a dû se faire beaucoup de soucis. Ah bah je vous dis pas, Mochi, quand je vais vous expliquer ce qui s'est passé, Mochi, il a pleuré toutes les larmes de son corps, hein, ce qui m'est arrivé. Et c'est vraiment triste parce que moi je suis désolée, mais je trouve que c'est pas de ma faute. Je trouve que c'est de la faute du système. Je trouve qu'on a été mal renseignés, les choses ont été mal gérées. Je trouve ça dégueulasse que les gens qui pouvaient pas se faire vacciner ont été... Parce que t'as des gens, c'était un choix pour eux de pas se faire vacciner, et un choix que je peux comprendre parce que voilà, déjà le vaccin ça fait peur. Mais moi c'était pas un choix. Moi j'étais hypée de me faire vacciner. Enfin je m'en fous, tu vois, du vaccin.
j'ai pas envie de me faire vacciner, mais s'il faut que je le fasse pour voyager, je le ferai. Mais je pouvais pas normalement. Enfin, j'ai mis ma vie en danger, quoi, en faisant ça. Et ça, c'est grave. Non? Vous trouvez pas que c'est grave? Tu peux l'attraper, mais vu que tu y résistes plus vite, tu as moins de temps pour le propager. Oui, c'est vrai. Donc, je fais mon vaccin et tout. Et ensuite, ouais, j'essaie de tout replacer bien dans l'ordre. Donc, je suis vaccinée, je suis contente. Mais je vais chez mon médecin et je lui dis, voilà, je me suis fait vacciner, donc je dois prendre des médicaments. D'accord? Et donc, j'explique chez Marriott, après m'être fait vacciner, je leur dis, ok, donc en fait, moi, je suis pas censée me faire vacciner, et du coup, je suis censée prendre des médicaments et tout da. Et c'est comme ça qu'on me prescrit un truc qui s'appelle de l'Eliquis. Je pourrais vous montrer, mais on s'en fout un peu. Il est dans ma chambre. C'est de l'Eliquis et c'est un anticoagulant qu'on prend par la bouche. Parce que moi, j'avais dit, putain, j'ai pas envie de prendre des seringues. J'en ai marre de me faire piquer. Et du coup, la meuf, elle a dit, ah, tu sais quoi, en fait, on a un truc qui s'appelle les liquis, tu peux prendre par bouche, blabla. C'est contagieux? Non, c'est pas contagieux comme maladie. Est-ce que ça aurait été un choix d'aller en Belgique le temps que la situation au Japon aille mieux? Oui, mais le problème, c'est qu'on doit renouveler nos visas en temps et en heure, parce que si c'est pas le cas, après, c'est périmé et on peut pas le renouveler, tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'imagine, quoi. Le SARS ou la thrombophilie. Oui, le Covid, c'est très contagieux, mais la thrombophilie, pas du tout, c'est génétique, je pense. Du coup, elle me donne cette pilule, les cuisses, que je commence à prendre. Et je me dis, vas-y, en fait, comme je prends les liquis et tout, ou je sais plus dans quel ordre ça s'est fait, mais en gros, je me suis dit, ok, comme j'ai encore cette maladie, qui est de la dysphorie, je vais quand même essayer de prendre la pilule, vu que maintenant, chez Marriott, j'ai déjà fait mon... Là, je vous avoue, c'est un peu de ma faute. Chez Marriott, j'ai déjà fait mon vaccin pour le Covid. Hilton, ils voulaient pas. Chez Hilton, j'avais été demander la pilule, ils ont pas voulu me la donner parce qu'ils ont voulu me donner des antidépresseurs et je voulais pas prendre des antidépresseurs parce que je sais que je suis pas dépressive. Je sais que c'est pas ça. J'ai rien contre les personnes qui sont dépressives et tout. Je trouve que c'est super important de prendre des antidépresseurs quand t'es dépressif. Sauf que moi, c'était pas ça. Moi, c'était de la dysphorie prémenstruelle. C'était pas la même maladie et je comprenais pas pourquoi ils voulaient me donner des antidépresseurs pour traiter quelque chose qui est vraiment purement hormonal en fait. Et même s'il y a des types de dépression qui sont purement hormonales aussi, moi j'avais ça, tu vois. Et du coup ça m'avait énervée et du coup ils voulaient me donner des antidépresseurs chez Hilton et j'ai dit non, je vais pas prendre des antidépresseurs, je suis pas en dépression, putain. Et j'ai été chez Marriott et Marriott ils ont accepté de me faire le Covid, le vaccin du Covid et ils m'ont donné de l'Eliquis pour de l'anticoagulant et c'était pas une seringue, alors j'étais trop contente. Et après j'ai dit vas-y je vais prendre la pilule. Je vais prendre la pilule et je vais arrêter d'avoir mes règles en fait. C'est pour ça que tu étais au bout de ta vie à cette période. Ouais, j'étais au bout de ma vie. Il peut quand même y avoir un trouble au niveau des neuromédiateurs, même si c'est menstruel. Je sais pas ce que ça veut dire. Non, t'as pas loupé grand chose, on est en live depuis 10 minutes à peu près. Ensuite, Coco Zoé, tu as l'air d'aller mieux, c'est rassurant. Moi, je vais beaucoup mieux. Donc, ça c'est l'aspirateur que vous entendez derrière. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à prendre ma pilule. Et après, j'ai dû partir, et ça se passait bien. Franchement, la prise de pilule se passait bien. Je prenais des liquis en même temps, j'étais très contente, la vie était belle et tout. J'avais plus mes règles, donc j'avais plus mes symptômes liés à mes règles. Donc ça, c'était vraiment... Mamma mia, c'était fantastique. Et j'étais trop contente. Et on va en Belgique, parce que ma soeur accouche. Alors, je vais voir le petit bébé en Belgique. Et ce qui se passe... c'est que la veille de mon départ, en fait j'ai été très occupée la semaine avant de partir des États-Unis pour aller vers la Belgique. J'étais super occupée parce que j'ai cassé mon téléphone, j'ai eu plein de problèmes avec mon téléphone et tout. Et comme c'est mon outil de travail de base, j'étais obligée pour faire des TikTok et tout, j'étais obligée de le faire réparer hyper vite. Mais d'un autre côté, je l'ai cassé mercredi, jeudi, vendredi, j'étais en mode oh là là, ça va être terrible, il faut que... Et moi je partais samedi, voilà. Et le lundi et le mardi, je me suis démenée parce que je me suis rendu compte, parce que le système américain est vraiment fantastique. Désolée d'avoir crié, mais vraiment, le système américain, les gars. Non, mais le système de santé américain, je vous jure. En fait, donc le lundi, tu peux pas téléphoner le week-end, donc le lundi de la semaine où j'allais partir aux États-Unis, je me dis tiens, je vais aller chercher ma pilule à l'avance parce que j'ai compté mes pilules et je me suis rendu compte que j'avais pas assez de plaquettes pour mon voyage en Belgique vu que je partais quasi un mois.
Et du coup, bah, je me dis, je vais aller chercher. Je vais d'abord au CVS. Le CVS, c'est la pharmacie aux États-Unis. Je vais au CVS, c'est en drive-thru. Hein. Et je dis, voilà, est-ce que je peux avoir ma pilule en avance et tout. Et ils disent, ah ben en fait, non. Et je dis, pourquoi? Et ils disent, ah ben en fait, c'est parce que l'assurance, elle ne couvre que certaines dates. J'étais là, qu'est-ce que ça peut vous foutre de me la donner à l'avance? C'est pas comme si j'allais prendre plus que ce que j'avais besoin. Je vais en prendre une par jour de toute façon. Donc au final... Enfin, ça revient au même pour l'assurance. C'est que des pilules, je vais pas prendre 2 pilules par jour et que l'assurance va devoir payer plus que ce dont j'ai besoin. C'est pas logique, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais nous situer un peu dans le temps, dans ton vécu, s'il te plaît. Donc ça s'est passé il y a 1 mois et demi à peu près. Il voulait maybe prescrire des antidep car c'est les mêmes symptômes. Oui, je pense. Mais j'avoue, si tu peux tester autre chose, c'est mieux. Par exemple, sous antidep, je ne peux plus avoir d'orgasme. Oh, ça, c'est nul de plus pouvoir avoir des orgasmes, c'est toute ma vie. Salut Zoé, salut. Félicitations à ma sœur, oui, le bébé est trop mignon. Le bébé est fantastique. Du coup, ils me disent non et je comprends vraiment pas pourquoi ils peuvent pas me donner la pilule. Donc j'appelle mon gynécologue qui est chez Marriott, qui m'a donné la pilule dans un premier temps et je dis, est-ce que vous voulez bien me prescrire la pilule? Parce qu'en fait, ça fonctionne par prescription, ils doivent me prescrire tous les mois. Je sais pas... J'ai pas l'impression que c'était... En Belgique, c'était pas comme ça. Enfin, j'allais juste le chercher à la pharmacie et puis c'est tout, tu vois. Et donc... Je sais pas, ça m'a trop saoulée ça déjà. Donc j'appelle mon gynécologue. Est-ce que vous voulez bien me prescrire? Comme ça, je peux avoir ma pilule pour partir en voyage. Parce que sinon, j'aurais plus assez de plaquettes vers la fin de mon voyage. Et j'ai absolument pas envie d'avoir mes règles. Parce que mes règles me donnent une dépression et des gros soucis de santé généraux. Et elle me dit non. Elle me dit non. Et moi, je dis... Pourquoi? Pourquoi non? Enfin, qu'est-ce que ça peut te foutre? Putain! Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Elle me dit non et je dis... Pourquoi? Et elle me dit... Et je suis à 1 semaine de mon départ. Je suis même pas à 1 semaine de mon départ. Hein. Je suis à 5 jours de mon départ. Et elle me dit... parce que l'assurance ne couvre que les doses mensuellement. Mais ça change rien! Alors je dis, ok, bon, si l'assurance ne veut pas couvrir les doses mensuellement, est-ce que je peux payer de ma poche? J'ai dit, est-ce que ça vous dérange si je paye de ma poche? Moi je paye, parce que j'ai vraiment besoin de ma pilule, parce que je ne supporte pas être en dépression à cause de mes règles. Donc je paye 100 €, 200 €, 500 € s'il faut, mais moi tout pour pas avoir... pour pas avoir les symptômes de dépression que j'ai, parce que j'avais vraiment envie à en donner. Je me suis dit, mais si c'est pour vivre comme ça, je dis pas que j'avais des tendances suicidaires ou quoi, mais je pense que dans l'avenir, si j'avais continué de vivre avec ma dysphorie, à un donné, j'aurais juste dit, en fait, vivre comme ça m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Et j'en étais pas à ce stade-là, mais j'aurais pu y arriver, tu vois. D'ici 1 an ou 2, j'y étais complètement, parce que ça m'empêche de tourner en rond, ça m'empêche de vivre, ça m'empêche d'être heureuse, quoi. Et alors que c'est rien du tout, tu vois ce que je veux dire, c'est juste mes règles. J'ai dû arrêter la pilule car j'étais souvent apathique, 0 libido, et les règles duraient 2 ou 3 semaines avec mon C12 long. Je sais pas c'est quoi un C12. La pilule m'a rendu zombie, je sentais plus rien du tout. Là, je revis depuis l'arrêt, même si j'ai de l'endométriose. Mais je pense que ça dépend des pilules et ça dépend de vous, comment vous réagissez à la pilule. Moi, en tout cas, je réagissais plutôt bien. J'étais juste un peu stressée, je ressentais du stress permanent, mais c'est tout, quoi. J'étais stressée avec la pilule, mais ça allait. Donc, la meuf, elle me dit non. Donc moi, comme une connasse, je suis sûre qu'il est périmé, mon lait. Il a vraiment un goût périmé. Je suis de Belgique. Ah, le Covid-19, je suis trop bête. Beaucoup d'anxiété. Ouais, de l'anxiété, c'est ça. Moi, j'avais un implant dans le bras et ça a coupé mes règles. Oui, comme tu dis, Zoé, on est toutes différentes. J'ai testé 5, 6, c'est toujours le même symptôme. Mais j'ai un collègue qui supporte très bien. En tout cas, moi, je supportais bien. J'avais juste un peu d'anxiété. J'étais vite inquiète, tu vois. Et ça, ma mère, elle a dit, c'est la pilule, c'est pas possible parce que t'es pas comme ça de nature. Je dis, ok. Bref, donc la gynéco, elle me dit non. Elle me dit qu'elle peut pas couvrir et tout. Je dis, mais c'est pas possible. Comment font les gens qui voyagent, en fait? Ça veut dire que les femmes, elles peuvent pas voyager. Je veux dire, si tu veux voyager 3 mois, mais que tu prévois ton voyage, tu prévois de partir genre juste à la fin du mois. Enfin, comment tu fais en fait? Tu vois ce que je veux dire? Comment tu fais? Moi, j'ai un stérilet aussi, Parce que justement, je peux pas prendre de pilule forte. Donc après,
Moi, je rentre à la maison, je pleure, je dis « Oh, je ne pourrais pas avoir ma pilule en Belgique, ça pue la merde et tout. » Et alors, je dis « Je vais appeler l'assurance. » J'appelle ma compagnie d'assurance et je leur explique et tout. Et finalement, après de la négociation, le système américain, moi je trouve ça incroyable parce que si tu veux bien payer pour un médicament que de toute façon on sait que tu vas le prendre correctement, c'est pas un médicament qui peut te donner des overdoses, c'est pas un médicament que tu peux vendre, enfin je sais pas, c'est bizarre quoi. Je comprends pas pourquoi on te laisse pas juste le consommer librement comme tu l'entends, vu que c'est ton truc, c'est pas de la drogue, c'est pas quelque chose qui te fait planer, c'est juste une pilule quoi. Je comprends pas ce contrôle qu'ils veulent avoir sur la pilule. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas, je trouve ça trop bizarre. Enfin bref, et du coup j'ai négocié pendant assez longtemps au téléphone avec mon assurance et je leur ai dit, voilà, blablabla, je dois partir, nadada. Ils ont accepté de me donner une barquette de pilules. Donc même pas normalement ma pilule pour 3 mois, hein. Une barquette de pilules pour juste 1 mois. Juste le mois où je pars. Parce qu'il faut surtout pas que j'ai plus. C'est incroyable quand même. C'est quoi ça? Enfin bref, ils m'ont donné ma barquette. Mais non, attends, non. Parce qu'après, j'ai dû rappeler CVS et j'ai dû leur dire, voilà, en fait, mon assurance, elle veut bien courir pour ma barquette. Ah, mais je sais pas, parce que nous, on n'est pas au courant. Je rappelle CVS et ça met je rappelle mon assurance et ça met des heures, hein, parce que tu parles à un robot pendant 20 minutes avant, hein, qui te dit, en quoi puis-je vous aider? Donnez le nom de da. Rentrez votre date de naissance. C'est tout ça, hein. Et donc finalement, c'est toute une histoire, ça me prend 2 jours pour avoir une barquette de pilules. Et puis mercredi, je casse mon téléphone parce que je vais comme ça, je suis stressée parce que la pilule me rend stressée. Et malheureusement, je pensais avoir... Tu sais, à un moment donné, j'ai voulu balancer mon téléphone, tu vois, j'ai dit « Oh, j'en ai marre », tu vois. Mais j'ai voulu le balancer. C'est quelque chose que je fais jamais, en plus, c'est un truc... Vous avez pas vu ma fille, là? Si. C'est quelque chose que je fais jamais en plus de balancer mon téléphone, mais juste ce jour-là, j'en avais marre, je faisais les valises, j'étais fatiguée, et je me suis rendu compte que j'avais encore besoin d'un truc, et que toute la valise était défaite, et je sais pas. Et j'ai voulu juste jeter mon téléphone, mais même pas fort! Genre comme ça, en fait, j'ai fait « Oh, j'en ai marre !» J'ai fait ça, tu vois. Sauf que je l'ai fait dans ma valise, et c'est tombé juste sur la barre de fer qu'il y a dans la valise, alors que je l'ai jeté sur mes vêtements. Bref, fait chier, donc mon téléphone était cassé, donc j'ai dû aller le faire réparer et tout. Et donc ça m'a pris 2 jours, 3 jours aussi, j'ai réussi à le faire réparer vendredi. Mais vendredi matin, je me rends compte, mais du coup avec tout ça dans ma tête, je me rends compte genre jeudi soir que j'ai pas assez d'héliquiz pour mon voyage en Belgique non plus. Tu vois? Et moi j'ai failli crever à cause d'une infection du stérilet, oh là là. C'est trop strict alors que tu sais comment la prendre. Mais oui, c'est trop strict pour ce que c'est. Je suis désolée, c'est trop bizarre. Enfin bref. Et du coup, je me rends compte que j'ai plus assez d'héliquiz. Donc c'est mon anticoagulant que je dois absolument prendre. Vu que j'ai fait le vaccin et que je prends la pilule. Et que je suis pas censée. Juste avant de prendre l'avion, quoi. Et du coup, ce que je fais, c'est que vendredi matin, je vais à la pharmacie. Et je me dis, bon, les liquides, s'il m'en reste quasi plus, ça veut dire que ma prescription est de nouveau rentrée à la pharmacie. Ça me semble logique. Donc je vais à la pharmacie et je dis, je peux avoir de l'héliquis? Et ils me regardent et ils me disent, non! Et je dis, putain, pourquoi? Enfin, je suis désolée, pourquoi c'est si difficile d'obtenir quelque chose que je suis censée avoir naturellement, quoi? Pourquoi toujours non? Des trucs qui me sont prescrits que je dois prendre. La pilule, je dois la prendre parce que sinon je suis en dépression. Et les liquides, je dois la prendre parce que sinon je peux pas prendre ma pilule. C'est incroyable, pourquoi non? Alors et j'étais hyper stressée parce que j'avais eu mon truc avec mon téléphone juste avant, j'avais ma valise, je devais partir le lendemain. Je disais, pourquoi non? Merde! Et alors ils me disent, parce que votre docteur a pas signé la prescription. Ça fait 1 semaine qu'on l'a envoyé. Ça fait 1 semaine qu'on a envoyé et on doit attendre que votre docteur y signe la prescription. Je suis là genre, mais j'en ai besoin, moi je pars demain, si je l'ai pas, moi je vais crever, hein les gars, je vais crever, mon sang il coagule pas correctement, ok? Mon sang il coagule trop, donc j'ai besoin de mon anticoagulant, je vais crever, tu vois? Oui mais on peut rien faire, on peut pas vous la donner, genre légalement, blablabla, ok. J'essaye d'appeler du coup mon docteur, et en fait le vendredi c'est hyper difficile de joindre le docteur, parce que je sais pas, le vendredi c'est un jour hyper léger aux États-Unis apparemment, bref je sais pas, on dirait presque qu'ils font Shabbat quoi.
Et je sais pas, ça met des heures à devoir les joindre et je dois encore réparer mon téléphone et je me dis, bon, peut-être que j'aurai ma prescription d'ici ce soir, j'arrive pas à les joindre, je leur laisse un message. Et en fait, comme l'hôpital il ferme à midi, je crois que j'avais appelé vers 10h, mais comme l'hôpital il ferme à midi, à midi je savais que j'aurais pas ma pilule quoi. Tu vois, à midi je me suis dit, bon, c'est bon, j'aurais pas ma pilule. Donc, mon hélicuisse. Et du coup j'ai dit, ok... De toute façon, j'ai pas le choix, je dois quand même prendre l'avion le lendemain matin, je vais pas annuler mon vol quand même. Et du coup, finalement, c'est comme ça que je suis partie sans mes pilules. Et que du coup, j'avais pas de quoi me soigner. J'avais ma pilule à prendre pour mes règles, mais j'avais pas mon hélicuisse parce qu'ils ont pas voulu me le donner, ces connards. Parce que je sais pas, le système ne fonctionnait pas. Ce jour-là, rien tournait. J'essayais de joindre le docteur et quand je voyais que ça m'avait pris 2 jours pour avoir mon autre truc et que samedi, je partais le samedi matin en Belgique, je me suis dit c'est bon, je l'aurai pas, tu vois. C'est hyper grave, je trouve franchement c'est hyper grave. C'est hyper grave, je comprends pas parce qu'on paye si cher. Les soins de santé aux États-Unis, on les paye si cher. Et tu dois te battre pour chaque étape du processus, tu dois te battre. Tu dois, à la sueur de ton front, pour obtenir une pilule dont tu as besoin, sinon tu crèves. Pour obtenir une autre pilule dont tu as besoin, sinon tu es en dépression. Tu dois te battre. Et tu payes 500 € d'assurance par mois. Et quand tu vas à l'hôpital, tu déboules à chaque fois 100, 200, 300 €. Et tu dois quand même te battre pour obtenir tout. C'est toujours une question, je suis désolée, c'est un truc de malade. Comment c'est un oui ou un non et un non et un oui, mais il a pas signé. Mais on sait qu'on vous en avez besoin, mais le docteur il a pas signé. Et après j'essaie d'appeler le docteur et le docteur il répond pas. Et après c'est fermé à midi. Et après finalement on peut pas parce que l'assurance elle couvre pas. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Franchement c'est des barbares quoi. Ouais. C'est pas un peu élitiste comme système, mais on est riche aux États-Unis. Avec Mohi on est riche hein. On a une des meilleures assurances, hein. On a une des meilleures assurances santé. Vous avez vu la baraque dans laquelle on vit? Pour la moyenne états-unienne, on est pété de thunes. Donc si c'était un système élitiste, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être Kim Kardashian pour avoir des soins de santé corrects? Excuse-moi quoi, mais merde. Dans tous les pays que je connais, la mise, les systèmes de santé, genre le parcours du combattant, mais c'est incroyable, la santé pour moi, dans ma tête, la santé, c'est un droit de base que tu dois avoir en tant qu'être humain. Si tu vis dans un pays, si tu participes à l'économie du pays et tout, je suis désolée, je trouve que la santé, les soins de santé, c'est un droit de base que tu dois avoir. L'accès à la nourriture, les soins de santé et l'accès à un logement. Désolée, mais pour moi, c'est la base. Et l'accès à des droits humains de base, quoi. Pour moi, tout ça, c'est des droits humains pour des prix corrects. Mais c'est pas du tout ce que tu as aux États-Unis, c'est incroyable. Après, le pharmacien ne pouvait pas délivrer l'ordonnance si elle n'était pas correctement faite. Mais ce que je trouve dingue, c'est qu'ils sont... Non, je suis pas d'accord, parce que je trouve que quand c'est une question comme ça de temporalité, tu vois, c'est chronologiquement, on n'avait pas le temps, et ils m'avaient déjà prescrit ce truc. Donc ils savent que je le prenne. Ils me l'avaient déjà donné 2 fois. C'est pas comme si c'était une nouvelle prescription, qu'ils étaient pas sûrs que c'était la première fois que je le prenais. Non, ça faisait déjà 2 fois qu'ils me l'avaient donné. Donc non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a une couille dans le pâté. C'est bizarre. Enfin bref. Et même sans participer à l'économie du pays, oui, je trouve que si t'es dans le pays... Enfin bref, ça devrait être un droit. J'habite aussi à l'étranger, dans des situations comme ça, je vais supplier toutes les pharmacies possibles jusqu'à ce que quelqu'un comprenne le problème et me donne ma pilule. C'est presque ce qu'il aurait fallu faire, mais je pouvais pas, j'avais pas le temps, j'avais pas l'énergie. Ouais, c'est vrai que s'ils te l'avaient donné, c'est un traitement censé être stable, donc... ils me l'ont déjà donné. C'est ça le problème, c'est qu'ils me l'ont déjà donné. J'ai dit, mais j'ai déjà reçu cette prescription. Vous n'avez pas besoin de savoir si c'est bien ma prescription. Vous savez que vous avez juste besoin d'une signature, vous savez que la prescription elle est là. Vous avez juste besoin d'une signature. Bref, tout m'a énervé. Donc finalement, je vais en Belgique comme ça et tout mon voyage se passe bien. Vraiment, je sens que j'ai mal aux jambes et tout, mais je me dis, c'est ce qui se passe quand j'ai pas mes anticoagulants. J'ai mal aux jambes, je me sens lourde, j'ai les jambes lourdes, j'ai de la rétention d'eau, plein de trucs qui sont en fait vraiment genre des trucs de thrombophile, quoi. En tout cas, des trucs que j'ai vécu, des symptômes que j'ai vécu toute ma vie et que moi on avait associé chez le médecin à de la thrombophilie. Donc j'ai ok. Et tout va bien jusqu'au jour où... Donc je vais à l'aéroport.
Je vais à l'aéroport, ok? Et c'est là que ça devient très très important parce que maintenant vous avez toute la base, ok? Donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais en Belgique pendant tout mon voyage, à chaque fois que je devais faire un long trajet en voiture, je prenais ma toute petite pilule de Eliquis et je me disais, bon, ça va faire le taf pour ma journée en voiture. Quand j'avais pris l'avion, j'ai pris ma petite pilule, mais en fait j'étalais mes pilules parce que j'en avais pas assez, donc je les étalais. Et en arrivant en Belgique, j'ai demandé, est-ce qu'on peut me prescrire de l'Eliquis? Et en fait, je peux pas parce que je suis pas inscrite en Belgique, donc je peux pas puisque je ne vis plus en Belgique et que ben voilà, bref, il aurait fallu tout le processus d'aller chez le médecin, je sais pas quoi. Enfin bref, j'avais demandé à ma soeur, elle est médecin, elle a dit c'est pas possible de te prescrire ça, ce serait toute une flopée d'examens, t'en aurais pour 10 000 euros, enfin bref. Et non mais vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc on arrive à l'aéroport avec ma mère, il est 4h du matin, on est avec Momo, Mochi est déjà rentré. Et on fait la file dure 1 heure, on est hyper stressé parce que c'était British Airways ou Airlines. Et en fait, British Airlines à Londres, ils étaient en grève et du coup, ils étaient en sous-effectif. Et du coup, en fait, on est arrivé donc vers 4h30, 5h dans la file. Et en fait, mon vol était à 7h du matin. Et la file a duré jusqu'à 7h. Ok? Et British Airways, ils m'ont dit... Vous devez courir en fait. Vous devez courir. Donc avec ma mère, on prend la poussette. Parce que Momo elle est en poussette quand on va dans les aéroports et tout. C'est plus facile parce que comme ça si elle s'endort, elle peut rester sur la poussette, dormir. Et aussi je peux mettre tous mes sacs dessus, donc c'est cool. Donc avec la poussette, on court. Et on allait juste quelques secondes avant la gate, hein, avant de passer à Zaventem, on était... donc à Bruxelles, Zaventem, pour ceux qui connaissent. J'allais passer l'espèce de gate toute blanche, là, des trucs blancs, où juste derrière, il y a des vitres. Et tu peux faire pas le check-in, mais tu peux mettre tes sacs et tout. Et ils font le check des sacs, bref. Moi, je cours. Et pendant que je cours, j'ai comme ça, genre, clac, un truc, mais genre ici. Ici, exactement. Tu sais, dans cette zone-là, j'ai un truc qui fait clac, ici. Et je m'arrête. Et ma mère, elle me regarde. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Faut courir! Tu vas rater ton vol! Je dis, putain, ok. Donc je continue de courir, je suis comme ça. Je continue de courir, je pousse Momo, et puis clac, encore une fois, je dis, ah! 2 fois, tu vois, d'affilée. Je me dis, putain, c'est bizarre. Et je me dis, parce que je suis super intelligente, je me dis, c'est sûrement parce que comme je cours pas beaucoup, j'ai eu un point, tu vois. Je sais pas si c'est du français, mais comme je cours pas beaucoup, je me suis dit, bah j'ai dû avoir un... Tu sais, quand tu cours pas, t'as mal à des endroits comme ça, et comme j'avais beaucoup couru à cause de British Airways, un point de côté, c'est ça. Exactement. Et j'ai cru que j'avais un point de côté. Sauf que ça faisait quand même vachement mal. Mais je me dis, ok, bah j'ai 30 ans, donc peut-être que ça fait plus mal à 30 ans qu'à 14 ans, quoi, forcément. Et moi, je continue comme ça. Et je cours, donc j'ai le souffle coupé, tu vois, parce que je suis en train de courir. Donc je respire comme ça. Et je me dis que c'est normal, parce que j'ai couru. J'ai 30 ans aussi, on n'est pas vieille. Non, je dis pas qu'on est vieille, je dis juste que c'est normal de pas avoir la même forme physique à 30 ans qu'à 14 ans. Et comme je cours pas beaucoup, ça m'aurait pas étonnée, quoi. Et donc j'ai du mal à respirer, mais je me dis c'est parce que j'ai couru. Donc après, je monte dans l'avion et je suis toujours là. Ah, ok, bon. Et je me remets et tout, et ça continue de faire mal. Et en fait, j'ai mal à chaque fois que je respire, j'ai mal ici, tu vois. Et du coup, ça m'empêche de prendre vraiment genre un grand... Je sais même pas encore le faire maintenant, je sais plus prendre d'air en fait. Ça se voit pas, mais je sais plus trop prendre d'air. Donc je fais... Et j'arrive pas trop, je suis là genre, oh, ça fait bizarre. Et je fais tout le voyage comme ça, et comme le système est super mal fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais en arrivant, du coup, dans une ville aux États-Unis, j'ai dû courir aussi, j'ai même pas eu le temps de m'acheter à bouffer pour Momo et moi. J'ai dû courir avec Momo, pousser la poussette et courir, continuer de courir. En fait, j'ai fait que courir, quoi, pendant tout ce temps. Et du coup, ça me semblait hyper normal d'être essoufflée et d'avoir mal. Parce que je me suis dit, je me suis blessée en courant, en fait. La meuf trop conne, quoi. Je suis trop bête. Et de toute façon, j'avais pas le choix parce que j'étais avec Momo, il fallait que je tienne le coup et que je m'occupe d'elle. Donc, mais je me sentais pas mal, je me sentais juste un peu... Tu vois. Et après, on arrive dans notre ville où on vit, donc je vais pas vous dire où. Moi, qui vient me chercher. Et
Et Mohi, il me dit ça va et tout. Je dis ouais, ça va, je suis juste très fatiguée. Genre, je me sentais vraiment très fatiguée. Et Mohi dit c'est normal, c'est le voyage. Je dis bah oui, c'est le voyage, c'est normal. Donc on va manger un hamburger. J'avais même pas faim. J'avais même pas envie de manger. J'ai pas mangé d'hamburger. Du coup, Mohi, il m'a acheté une espèce de petite salade de pommes de terre. J'ai pris 3 bouchées. J'ai dit j'ai pas faim, j'ai juste envie de dormir en fait. Et là, on va dormir. C'est le soir. Et moi, vers 6h du soir, je vais dormir en fait parce que je suis crevée. Et je me couche dans le lit. Et c'est la première fois que je suis couchée parce que dans l'avion, tu peux pas te coucher. Et quand je suis couchée, je sens que j'ai encore mal, tu vois. Mais j'ai mal à plus d'endroits que quand j'étais debout pendant tout mon trajet. C'est-à-dire que j'avais mal, genre, j'avais comme un fil qui traversait ici, en dessous du sein. Je vous dis pas au-dessus du sein, en dessous du sein. Le sein n'a rien à voir avec ça, tu vois, genre, comme ça. Et ça allait jusqu'à mon cœur. Et je sentais, enfin, je sais pas si mon cœur est là. Je crois que mon cœur est là. Parce que c'est là que j'avais mal, tu vois. J'avais une douleur ici, dans cette zone-là. Et en dessous du sein, et je sais pas. Et je suis couchée, et je me dis, c'est pas un point de côté. Tu vois. Quand t'es comme ça, tu te dis, il a rien demandé dans l'histoire de ça. Non, c'est ça, il a rien à voir. Et il devait être si fort, hein, que ouais, tu vas voir. Et vous allez voir, non, c'est pas les nerfs, c'est pire. J'étais là, c'est pas un point de côté, parce que les points de côté, normalement, c'est qu'un endroit, c'est dans les côtes. Je sais pas si ça a du sens, mais pour moi, point de côté, côte, tu vois. Donc, je me dis, vas-y. Je suis comme ça, mais je suis trop fatiguée pour y penser. J'ai pas assez d'air pour respirer. J'ai mal, je me dis, si je dors, ça ira mieux. Je dors. Et Mochi s'occupe de Momo et tout, puis il la met au lit, puis je sais pas trop ce qui se passe. Et vers 4h du matin, j'arrive tellement pas à respirer que je me réveille. Tu vois, ça me réveille en fait, de pas respirer. Je suis là genre... Tu vois. Et en fait, ce qui ajoute au fait que j'arrive pas à respirer, mais je suis pas en souffrance de martyr. C'est juste que j'ai pas le souffle en fait, mais je suis pas en souffrance. Mais comme j'ai mal ici, tout ça, et qu'à chaque fois que j'inspire, ça fait mal, et que j'arrive déjà pas à respirer, bah j'ai encore moins d'oxygène. Parce que j'essaye de contrôler quand je respire, je fais... Au lieu d'essayer de respirer très vite et très fort, tu vois ce que je veux dire ? Et je descends les escaliers et je commence à nettoyer la cuisine et tout. Enfin, je sais pas, parce que hier soir, Mofi, il a fait des trucs avec Momo. Je me dis, bon, il est 4h du matin, je me fais chier. Je commence à nettoyer la cuisine et je me sens fatiguée et tout. Et puis, je monte les escaliers pour retourner dormir. Et en montant les escaliers, j'étais trop fatiguée, genre. Mais vraiment, mais je me dis, c'est parce que je suis en surpoids, quoi. Moi, faut savoir que je faisais presque 80 kilos. Et du coup, c'est 80 kilos. Pour ma taille, c'est obèse, hein. Genre médicalement parlant, je dis pas physiquement parlant, mais médicalement parlant, j'étais techniquement obèse. Donc je me dis, c'est parce que je suis obèse, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je suis fatiguée. Et je dis quand même j'envoie un message à ma sœur qui est médecin vers 4h, 5h du matin de nouveau. Et je lui dis, ouais, je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à respirer. Je suis à bout de souffle tout le temps. Enfin, j'ai pas... Elle me dit, t'as mal et tout. Je fais, je sais pas, j'ai mal à l'intérieur. Chaque fois que je respire, j'ai mal, je sais pas ce que j'ai et tout. Ma sœur, elle me dit, vas-y, va aux urgences. Mais je suis trop fatiguée pour aller aux urgences. Alors je dis, non, je vais aller me recoucher. Parce que, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est grave. Parce que d'un côté, comme j'ai couru toute la journée avant et que je suis très fatiguée, ça me semblait logique que j'ai du mal à respirer et que je sois fatiguée. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, je retourne me coucher et j'attends 8h du matin pour pouvoir appeler mon docteur. Et j'appelle mon docteur et je lui dis... mes symptômes, tu vois. Et je suis toujours là, et j'ai de plus en plus difficile, tu vois. Je souffre pas, vraiment, je ne souffre pas, mais j'ai difficile. Et là, le docteur, il dit, mais tu dois aller aux urgences, en fait. Il dit, ne viens pas ici, va aux urgences directement. Du coup, je vais chez Mochi, il dort encore, et je dis, je dois aller aux urgences, je sais pas. Je me sens bizarre, je sais pas. Je vais aux urgences, je prends ma petite voiture, mais j'y crois pas 2 secondes, tu vois. Non, j'avais pas de température. Mais flemme d'aller aux urgences, quoi. J'arrive aux urgences et il y a personne parce que j'habite dans un trou paumé. Et j'arrive et je dis, j'arrive pas à respirer, j'ai dur à respirer. Et la meuf directement, ok, elle a du mal à respirer, elle appelle plein de gens et tout. Moi, je suis là, genre, ok, je sais pas, tu vois. Enfin, je sais pas. J'ai pas l'impression d'aller si mal que ça. Je suis debout. Vraiment, je suis debout.
je suis debout, je suis comme ça, je suis tranquille. Et je la regarde et je fais, ouais, j'ai un peu mal ici, j'ai du mal à respirer. Je pensais qu'elle allait me dire, ok, signez là, on va venir vous chercher dans 20 minutes. Non, elle s'est agitée, elle a commencé à appeler plein de gens, j'ai entendu un truc résonner dans les couloirs qui disait, on a un code, da 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 bida da. Tu vois, j'étais là genre, what the fuck. Et directement, genre quelques secondes après, il y a quelqu'un qui vient me chercher, qui me dit, c'est vous qui avez du mal à respirer. Il y avait personne dedans dans la salle d'attente, mais bon. Et du coup, je dis, oui, c'est moi. Alors ils me prennent, ils commencent à me coller plein de trucs partout, ils me prennent, ils font des prises de sang, des machins. Ils font tout un tas d'examens, je me souviens même pas ce qu'ils ont fait. Moi, je suis tranquille, tu vois, je les regarde. Ouais, je te jure, je les regarde genre tranquillou. Et à un moment donné, je dis, je suis désolée, je me sens un peu mal parce que j'ai l'impression qu'on fait toute une histoire d'un truc qui est pas très grave en fait. Alors elle dit non, non, c'est mieux que vous soyez là, c'est super important quand on a des difficultés à respirer, c'est la première chose à faire. Qu'est-ce que vous soupçonnez? Est-ce que tata. Du coup, je leur ai expliqué que j'étais thrombophile. Et alors, ils ont dit, oh, et du coup, j'avais des risques d'embolie pulmonaire, tu vois, j'ai dit. Alors, ils disent, ok, c'est très bien, tata, ils prennent plein de notes. Et puis après, ils vont me transférer dans une autre salle. Et ils attendent de voir. Et ils disent, voilà, vous avez toujours des difficultés à respirer, machin. Ils me donnent des antidouleurs pour que j'arrive à respirer mieux. Ils ont été super rapides, ça c'est vrai. Et après, et j'attends comme une connasse, tu vois. Après, il est midi. J'attends dans une pièce jusqu'à midi. J'ai des antidouleurs, donc ça m'aide à respirer, tu vois. Mais je suis là comme ça. Et en fait, je me sentais trop mal. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, c'est les urgences, hein. Et comme c'est les urgences, bah, y a plein de gens qui sont vraiment en souffrance qui viennent aux urgences. Et le truc, c'est que moi, je culpabilisais trop de prendre une salle et des gens, alors que, écoutez, il y avait quelqu'un dans la salle en face de la mienne. Ça, c'était donc la chambre dans laquelle j'attendais. Donc, vous voyez mon sac et tout. Vous voyez qu'il y a mon sac et tout, j'attends dans la chambre. Et en fait, la personne qui était dans la chambre juste en face de moi, écoutez ça. Moi, j'entendais ça. J'entendais ça. Enfin bref. Et ça durait des heures. J'ai entendu ça pendant des heures. Et c'était terrifiant. Et je me sentais trop mal. Parce que, tu vois, moi j'étais assise comme ça. Et je me sentais bien en fait. Enfin, j'avais juste un peu des difficultés à respirer, un peu mal, tu vois. Non, c'était franchement hyper traumatisant. Et je sais. Et après, j'ai entendu que. Personne me l'a dit parce que c'est secret médical et tout, tu vois. Mais j'entendais quelqu'un qui disait, mais on va essayer de trouver des moyens de soigner et tout. Et la personne, elle disait, je sais pas si c'était un homme ou une femme, je vais mourir, nanana. Et ça a duré des heures et j'étais là. Et je me disais, pendant que eux faisaient l'analyse de mes trucs, tu vois, là j'ai un petit point ici quand je parle. Enfin, franchement, j'étais trop mal. Je me sentais mal et du coup j'ai écrit un message à Moshi et j'ai dit je suis désolée parce que je sais aussi qu'aux États-Unis les urgences ça coûte super cher quoi d'aller aux urgences. Ça coûte de l'argent donc je me disais non c'est pas un accouchement, c'est quelqu'un qui avait une mauvaise nouvelle quoi pour sa santé quoi. Et je pense qu'on lui avait annoncé qu'il allait mourir tout simplement ou qu'il avait un truc vraiment débilitant ou tu vois, super angoissant. Et j'ai envoyé un message à Moshi en disant que je suis désolée parce que si attends moi je suis devenue pour rien quoi. Enfin, je veux dire, je suis venue parce que je suis trop grosse et qu'en fait, je devrais juste maigrir et que je respirerais mieux sûrement si je maigrissais et si je courais plus souvent. J'aurais pas eu de points de côté si je courais plus souvent. Et du coup, j'ai les messages, hein, je m'excusais à Mochi. Mochi, il dit non, moi je préfère que tu ailles à l'hôpital. Je préfère être sûre que tout va bien, t'inquiète pas pour l'argent, da. Puis vraiment, quand j'étais hospitalisée, la personne dans ma chambre criait le prénom de ma grand-mère décédée. Oh. Ouais, je culpabilisais de fou. Moi, j'entendais l'autre personne derrière qui souffrait le martyre. Et moi, j'étais là. Et quelques minutes après, ils m'ont emmené faire un CAT scan. Je sais pas comment ça se dit en français, mais c'est le scanner où tu dois faire... Ils ont fait un CAT scan de mes poumons. J'ai eu une espèce de truc de contraste, tu sais, comme dans les films. Un PET scan, voilà, ouais. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais pas, ils m'ont mis un produit dans le bras avec un truc qui me donnait l'impression que je devais faire pipi, j'avais chaud dans la gorge et tout, enfin bref. Et ils ont fait ça, et puis après je suis retournée dans ma chambre, et la personne continuait de crier. Bref, et moi j'attendais, je me disais c'est bon,
Je regardais l'heure, je disais déjà à Mohi, non c'est bon, je vais rentrer à la maison parce que je me sentais mieux à cause des antidouleurs, j'avais plus mal, tu vois. Donc comme j'avais plus mal et que j'arrivais mieux à respirer, je me dis c'est bon, je vais rentrer à la maison, tu vois, je vais leur dire je vais rentrer à la maison. Et puis finalement, juste quand j'allais leur dire, ils rentrent dans la pièce, moi j'allais leur dire écoutez, s'il y a rien, je rentre chez moi, c'est pas grave et tout. Et en fait, ils sont rentrés, ils ont dit, le docteur, il est venu près de moi, il a dit mais je suis tellement contente que vous soyez venus parce que vous avez 2 caillots dans vos poumons et vous avez un près ici là où vous avez mal et l'autre ici quoi, près du cœur, qui bouche l'artère principale. Et j'étais là genre pardon, tu vois, j'étais là genre je me souviens, j'étais sous le choc parce que j'étais tellement persuadée que j'avais rien et que j'étais là pour rien et je l'ai regardé et j'ai dit je suis tellement contente d'être venue tu vois, vraiment j'étais genre sous le choc en fait, vraiment, même encore maintenant quand j'y pense, quand je pense que j'allais lui dire que j'allais rentrer chez moi, je suis sous le choc de... Elle m'a dit je suis tellement contente que vous soyez venus quoi, vraiment, vous avez bien fait de venir. Et du coup directement ils ont dit, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait, et ils ont dit bah en fait on doit vous garder parce que voilà, on peut pas vous envoyer chez vous, c'est trop dangereux, parce que là, vous avez pas encore eu, là, vous êtes venu assez tôt encore. Du coup, voilà, le docteur me dit que j'ai 2 caillots, donc une double embolie, quoi. Enfin, ils ont pas dit ça comme ça, ils ont dit que j'avais une embolie pulmonaire, quoi. Mais bon, comme j'avais 2 caillots, j'imagine que c'est une double embolie, comme quelqu'un a dit dans les commentaires. Moi, j'étais trop choquée, parce que je m'y attendais absolument pas. J'étais sûre d'aller à l'hôpital pour rien et tout, parce que je me sentais pas spécialement mal. Et du coup, ils m'ont hospitalisée, ils m'ont mis en urgence. Pas en urgence, ils m'ont mis dans une salle... Ils m'ont gardée, quoi. Ils m'ont mis dans une autre chambre, ils m'ont transvasée. Mochi est venu déposer les affaires et tout. Ils ont commencé à me coller plein de trucs. Ils m'ont mis, je sais pas, des trucs pour contrôler mes organes vitaux, je sais pas. Et une espèce de perf où ils mettaient de l'anticoagulant. Full anticoagulant, j'avais plein de pilules à prendre et tout, enfin j'ai pas trop compris, et du coup ils m'ont mis, et du coup Moki est venue avec Momo, et Momo elle a pas du tout mal pris le fait de me voir hospitalisée, elle était là, tu te sens pas bien? Je lui ai dit non, je me sens pas bien, mais ça va aller, blabla. Tout ça parce que t'as pas été médoc, c'est grave quand même, c'est super grave, évidemment c'est hyper grave, parce qu'ils auraient, d'accord c'est de ma faute d'avoir fait le vaccin contre le Covid, et d'accord. Enfin, non, c'est pas de ma faute, j'étais forcée. Et ok, pour la pilule, ok, ça c'est moi qui ai forcé, tu vois, parce que je voulais absolument pas prendre d'antidépresseurs, mais j'avais quelque chose pour contrecarrer ça. Je prenais mes médicaments, mais ils ont refusé de me donner mes médicaments parce que le problème, la bureaucratie, moi ça, je sais pas, ça me fait trop chier, quoi. Je trouve ça dégueulasse. D'ailleurs, je l'ai dit à Mochi parce que après, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, plus ça allait, forcément, parce que c'est le principe, plus j'avais mal et moins j'arrivais à respirer. Donc les docteurs sont venus m'expliquer qu'en fait, tu sais, ils ont commencé à faire tout un défilé dans la chambre pendant que j'étais comme ça à attendre. Je me disais mais qu'est-ce que je fous là? Et le docteur est venu me voir plusieurs fois, les cardiologues et tout, pour me dire qu'en fait, j'avais fait un infarctus du poumon aussi. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce qu'il m'a dit. Et c'était en anglais, donc je peux me tromper un peu. Mais il m'a dit qu'en fait, ce que j'ai expliqué, j'ai mal, tu vois. Je disais j'ai mal, et en fait, plus ça allait, moins j'avais facile à respirer, plus mon poumon me faisait mal, quoi. Et mon cœur, enfin, pas mon cœur, mais l'artère près de mon cœur, je sais pas ce que c'était. Et en fait, ça m'angoissait, parce que je me disais, je suis à l'hôpital, je suis censée avoir moins mal à partir du moment où je suis à l'hôpital. D'accord ? Mais je sais pas ce que c'est un infarctus du poumon, c'est trop chelou. C'est quand il y a obstruction des voies de manière totale ou pas. Ah bah voilà. Bah alors c'est logique alors que j'ai un infarctus. Il se définit comme une atteinte parfois irréversible de certains tissus pulmonaires consécutive à l'arrêt de la circulation sanguine. Voilà, mais oui c'est ça, c'est logique. Oui c'est ça, c'est logique. Donc donc j'avais de plus en plus mal et je me disais c'est pas normal, je suis à l'hôpital, je devrais avoir moins mal, j'ai des médicaments normalement. Moi dans ma tête je me disais en fait ils vont m'hospitaliser et directement je serai soignée et ils me gardent juste en observation. Sauf que c'était pas ça. En fait,
quand moi je me plaignais tout le temps de la douleur, je disais tout le temps j'ai plus mal, j'ai de plus en plus mal, c'est de plus en plus dur à respirer et tout. Et le docteur il a dit en fait c'est normal, c'est parce que vous avez fait un infarctus pulmonaire et que vos artères du coup elles sont bouchées et en fait le clot, mais comment on dit, le caillot, on peut pas le retirer comme ça. Parce que faire une opération, ce serait trop risqué pour vous. Et vous pouvez, entre guillemets, survivre à avoir le caillot pour le moment, tant que ça s'aggrave pas, en fait. Le but, c'est de le décomposer avec les médicaments. Et vous devez attendre, parce qu'il va pas se décomposer comme ça. Il va mettre très longtemps à se décomposer. Mais vous aviez moins mal avant, parce que plus il est là, moins il y a de sang qui afflue vers votre poumon. Et enfin, tout est bouché, quoi, là-dedans, dans votre poumon. C'est ça qui m'a expliqué qu'en gros, vous êtes bouché. Et c'est normal que plus c'est bouché, moins vous avez de sang dans cette partie-là de vos poumons, apparemment. Et c'est pour ça que la douleur augmente. Et j'étais là, super! Ça veut dire que ça va augmenter tant que mon caillot est présent. Et j'ai dit, combien de temps peut rester un caillot? Ça peut rester 3 jours, ça peut rester 3 mois. J'étais là. C'était quand il m'a dit ça, c'était hyper flippant, surtout quand il m'a dit que du coup j'avais eu mon infarctus et qu'en fait j'avais une partie de mon poumon qui était mort. Genre c'est ce qu'il m'a dit, en fait les tissus là de ton poumon, je crois que c'est cette partie-là, mais je suis pas sûre d'avoir bien compris. Mais ici en tout cas, parce que c'est là que j'ai commencé à avoir le plus mal, c'est mort. Il y a que dalle et du coup ça a inflammé le reste des tissus autour de la partie morte ou un truc comme ça. Et ça fait que ça frotte en plus contre la paroi de mes côtes. Et ça frotte contre ma cage thoracique. Et c'était affreux. Parce que je dis à ma soeur, pourquoi j'ai si mal et tout, c'est pas possible et tout. Et je suis couchée comme ça et j'arrive pas à respirer. Et en fait, quand je respirais, ça a gonflé un petit peu par là. Et en fait, le poumon, il allait se cacher entre... Moi, c'est la sensation que j'en ai, peut-être que c'est pas possible, mais il allait se cacher entre mes côtes, tu vois. Et il allait se faire pincer par les côtes, et c'était une douleur atroce. Et quand tu te fais pincer par les côtes comme ça, tu vois, le poumon, un morceau de poumon, tu sais pas respirer. Ça bloque ta respiration, parce que t'as trop mal. Parce que chaque fois que tu respires, la douleur est horrible, ça pince, ça dépince, ça pince, ça dépince, tu vois. Et à cause de ça... le soir où Moshi il était rentré, et en fait ça commençait quand Moshi était là, mais il a été obligé de partir parce que les visites sont que jusqu'à 7h du soir, et ça a commencé vers 7h du soir. J'ai fait une grosse crise, et là je me suis dit putain, si j'avais été à la maison, c'était le soir de mon hospitalisation, j'ai dit si j'avais été à la maison, là, je serais morte. Parce qu'en fait, vraiment je serais morte, je le savais que je serais morte, j'ai même cru que j'allais mourir. Ce soir-là, je me suis sentie partir, en fait. J'étais... Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si j'étais étouffée par moi-même, en fait. Genre, j'avais aucun moyen de respirer, parce que déjà que j'avais du mal à respirer, parce qu'une partie de mon poumon était crevée, mais en plus, chaque fois que je respirais, j'avais une douleur horrible qui transperçait toute cette partie-là, tu vois, de mon corps, qui faisait que ça me bloquait dans ma respiration. Et vraiment gros pétage de câble, grosse crise de panique et d'anxiété qui fait que je respirais de manière hyper irrégulière, transpiration. Et ça a commencé quand Moshi était là, et Moshi était dans une panique totale, il a pleuré et tout quand il a vu ça. Il avait appelé, j'avais dit j'ai besoin d'antidouleur parce qu'en fait je savais maintenant, je comprenais pourquoi c'était de plus en plus difficile de respirer. C'est logique vu que le caillot il est toujours là, il va nulle part, et que plus il est là, plus ce sera difficile de respirer. Mais c'est ça le but des médicaments, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il parte le plus vite possible. Donc je savais, mais les douleurs m'empêchaient vraiment de respirer, et je me suis dit je vais étouffer en fait. Je vais étouffer, c'est pas possible. Et du coup, Moshi, il me regarde et il appuie sur le bouton pour appeler l'infirmière. Personne vient, putain. Du coup, il appelle encore. Finalement, il a pété un câble, il est parti lui-même dans le couloir. Et je l'ai entendu dire ça fait 5 minutes qu'on vous appelle, ma femme est en train d'étouffer, c'est quoi ça, tu vois. Je l'ai entendu s'énerver. Et là, ils sont venus avec des antidouleurs et tout, mais ils m'ont donné, comme ils ont vu que j'étais dans un état de panique totale, ils m'ont donné une grosse drogue dure, là. Enfin, vraiment, ils m'ont donné un truc. Moi, je pleurais, j'étais comme ça, je pleurais, et j'essayais de bouger pour essayer, à chaque fois que je respirais, de mettre mon poumon dans la bonne case, tu vois.
Et j'étais là genre, comme ça, vraiment, je vous jure, c'est un peu horrible, mais j'étais vraiment genre, je sais pas respirer, ça me fait trop mal, tu vois, j'étais vraiment comme ça, quoi. Et j'ai vraiment cru que j'allais crever, je me suis vraiment vue partir. Heureusement, la drogue a fait son effet. J'appelle ça de la drogue parce que c'était vraiment de la drogue, en fait, parce que juste après, j'ai dormi. Mais j'ai dormi hyper profondément, même j'arrivais pas à regarder devant moi. Mon regard tombait, tu vois, avec ce que je sais pas ce que c'était, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'était un opioïde ou un truc comme ça, un truc méga fort. Et ils m'ont donné de l'oxygène. Et l'oxygène, ça a tout changé. Parce que, tu vois, donc ils m'ont donné le truc, et c'est vraiment en 5 minutes c'était fait, mais ils m'ont aussi mis une espèce de truc dans le nez, là, pour... Tu sais, pas ça, mais un truc qui rentre dans ton nez, je sais pas, qui est lié. Et du coup, j'étais sous oxygène, et c'était genre... C'était une libération de pouvoir respirer. Vous imaginez pas. La libération que c'est, en fait, de... Quand t'étouffes comme ça, et qu'on te donne de l'oxygène, et que t'es là genre... Et puis la douleur s'en va. Et t'es là genre... Ah. Mais j'avais quand même des difficultés à respirer, hein. Mais rien que ça, c'était... Oh, le paradis sur Terre. Mais c'est bizarre, si le problème c'est ton poumon, en quoi t'injecter de l'oxygène par le nez résout le problème? Bah ça résout pas le problème, mais ça me permet de respirer. Ils auraient pu mettre de l'oxygène dès le début, hein. Je suis désolée, hein. Franchement, moi je trouve que... Enfin, je suis désolée, parce que quand vous allez entendre la suite, vous allez vous dire, mais comment c'est possible que j'ai... Je comprends que les infirmières, elles sont sous-payées, elles sont maltraitées, nanana, tu vois, je dis pas... Mais je parle du système en général, je trouve que j'ai vraiment pas été traitée bien, tu vois. Je suis contente d'avoir été sauvée, mais j'ai pas été traitée correctement. Parce que moi, je comprends pas pourquoi ils m'ont pas donné l'oxygène directement. Je comprends pas pourquoi ils m'ont pas donné les antidouleurs directement. Pourquoi ils m'ont laissé crever de souffrance pendant des heures, en fait. Ils s'en foutaient, quoi. Mais je peux comprendre, tu vois, ils ont peut-être beaucoup plus grave. Mais moi, je sais que j'étais en train de crever. Et je pense que si j'étais à la maison ce jour-là, je le répète, et ça me traumatise de penser à ça, c'est horrible de me dire, si j'avais juste fait ma petite journée, si j'avais pas été aux urgences ce jour-là, dans l'état dans lequel j'étais, j'aurais même pas pu appeler Mohi. Si j'étais dans ma chambre, dans la chambre en haut, à 7h du soir, admettons, j'étais en train de lire un livre, quand je lis un livre, je mets mon téléphone loin de moi, j'aurais étouffé toute seule dans le lit, en fait. J'aurais pas pu crier. J'aurais pas pu l'appeler parce que j'avais pas d'air. Quand t'as pas d'air, tu sais pas appeler. Tu vois ce que je veux dire? T'es là genre... tu vois, comme ça. Et ouais, enfin, je sais pas, c'est assez... Je sais pas, rien que de penser que j'aurais pu vraiment crever comme une grosse merde dans le lit en haut, en train de lire un livre. Je sais pas, je trouve que... Ouais, le bouton pour appeler les infirmières, elles viennent jamais, quoi. Mais je sais pas, j'ai pas envie de juger, tu vois. Mais est-ce qu'ils ne se sont pas dit qu'ils devaient attendre avant de procurer ces soins très coûteux? Supposition plein de contradictions, je sais, parce que la santé avant tout, mais tout est possible. Bah. Non, je pense que c'est ça aussi. Je pense qu'en fait, ils attendaient que je le demande pour me le donner, parce que s'ils me le donnaient et qu'après ils devaient le mettre sur la facture, je pouvais dire, ah non, mais j'ai pas demandé, vous l'avez fait sans que je demande, je refuse de payer, blabla. Et donc après la nuit, ma famille forcément en méga panique parce que la veille tout se passait bien et le lendemain que j'ai quitté la Belgique, j'étais avec eux la veille, hein, c'est ça qui est incroyable, j'étais avec ma famille la veille. Et c'est ça a vraiment été une des choses les plus dures. J'étais avec ma famille la veille. J'aurais pu rester en Belgique et avoir mes soins en Belgique et avoir ma famille qui vient me voir. Et vous savez dans quelle situation j'étais? J'étais toute seule dans ma chambre d'hôpital, sans pouvoir voir ma famille. Avec le décalage horaire, je pouvais pas les appeler. Mohi, comme il est tout seul, comme on n'a pas de famille, il devait s'occuper de Momo. Les petits-enfants sont pas autorisés dans les visites. Il a quand même fait glisser une fois, mais les petits-enfants sont pas autorisés, donc qui va garder Momo? Mohi doit travailler, Mohi doit s'occuper de la maison, Mohi doit s'occuper de Momo. C'est précaire. Je veux dire, ça sert à quoi d'être riche si c'est pour avoir cette vie-là? Parce que nous, on est venus aux États-Unis pour être riches. Parce qu'on disait, voilà, on va avoir beaucoup d'argent, donc on va avoir une bonne vie, donc on va pouvoir acheter tout ce qu'on veut à notre fille et tout, nanana. On va pouvoir obtenir des trucs de bonne qualité, nanana. Mais ça sert à quoi? Si c'est pour se retrouver à ça de crever, seule dans cette chambre d'hôpital, avec personne qui peut s'occuper de ma fille, et comme personne peut s'occuper de ma fille, ben mon mari peut pas venir me voir. Moi, franchement, là, c'était un cauchemar. Là, vraiment... J'étais dans mon lit d'hôpital et j'ai remis toute mon existence en question. Hein. Et Mohi aussi, parce qu'il me téléphonait tout le temps pour essayer de voir comment ça allait.
Et il m'a appelé juste après mon énorme crise où j'étais toute seule. J'ai eu une énorme crise encore après ça. En fait, c'était crise sur crise. Parce que tu pouvais rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dès que les opioïdes là qu'il m'avait donné cessaient d'agir, j'avais une autre crise. Et ainsi de suite. Je savais même pas aller aux toilettes parce que j'avais pas assez d'air pour aller aux toilettes. Et je voulais garder mon masque sur moi et mon masque, il allait pas jusqu'aux toilettes. Et j'avais tellement peur d'étouffer que j'allais pas, tu vois, que je restais dans mon lit et que j'attendais, en fait. Mais je sais pas, Et je me suis dit, mais et si je meurs et qu'est-ce qui se passe? Et je vous jure, c'est hyper triste. Là, je vais vous raconter vraiment la partie la plus triste. C'est qu'après la 3e ou 4e crise, parce qu'en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que les douleurs étaient de pire en pire, malgré les médicaments. Parce que les opioïdes, ils font de moins en moins d'effet, mais le caillot est toujours là, donc le sang continue de pas circuler et les effets négatifs du caillot continuent d'augmenter. C'est le principe, tu vois. C'est comme si tu avais genre une épine ici et que, ok, t'as l'épine, mais plus tu la laisses, plus ça s'infecte, ça fait mal. Tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est ça, quoi. C'est quoi une sonde? Si, j'avais une sonde. Justement, j'avais... Je vous dis pas, je vais vous montrer une photo, je vous dis pas, ils m'ont complètement raté. Ah, une sonde pour faire pipi? Ah non, j'ai pas eu de sonde pour faire pipi. Vous voulez me voir avec mon petit truc à oxygène? Je savais pas que j'avais cette photo. Je pense que j'ai voulu l'envoyer à Mochi pour montrer que j'allais bien. Mon petit truc. Quelle sale tête. Enfin bref. Incompétence 3000. Non, mais c'est... Moi, franchement... Et vous savez pas, hein, vous avez pas tout entendu encore. Donc bref. Mais c'est quoi ces docteurs ils t'ont filé les étudiants pour te charcuter comme ça, quoi. Ils m'ont charcuté. Parce qu'en plus, ce que vous savez pas, là, vous avez la photo de là, mais en fait, ils avaient fait là aussi. Et ils se sont ratés là, et c'est pour ça qu'ils sont venus le faire ici. Et moi, j'étais là, genre... Tu vois, genre... Oh! Enfin, bref. Là, c'est abusé, le bras. Mais non, c'est abusé. Mais je vous jure, le service... Je parle comme si on était dans un hôtel, mais... c'était vraiment abusé. Enfin, je trouve que j'ai pas du tout été... Je suis contente d'avoir été soignée, parce que je vais beaucoup mieux maintenant, mais, et que je serais morte sinon. Mais tu sens qu'ils ont vraiment fait le minimum, en fait. Mais ça, le minimum, tu peux l'avoir en Belgique aussi, en fait. Et tu payes moins cher et t'as le minimum aussi. Donc ça sert à quoi, en fait, tout l'argent qu'on paye dans les soins de santé, d'aller dans des bons hôpitaux et tout, et tu te retrouves comme ça. Enfin, je suis désolée, moi j'ai un peu du mal. Après, ce qui s'est passé, donc, c'est que je souffrais tellement, vraiment je souffrais tellement, parce qu'à chaque fois que les opioïdes, il n'y avait plus, que l'effet disparaissait, j'avais tellement mal, j'avais de plus en plus mal, et à un moment donné, j'ai dit c'est bon, je vais mourir, c'est fini. Et je me suis dit je vais mourir. Du coup, c'est affreux, mais j'ai contacté ma sœur. Je dis je pense que je vais mourir vraiment. Donc, je t'envoie telle adresse, tel numéro, et j'aimerais que tu fasses rapatrier Momo en Belgique. Je lui ai dit... Parce que j'ai dit... Ouais, j'ai dit non, je vais mourir, je me sens mourir, je me sens pas vivante là. Je sens que je m'en vais. Je sens que je vais... À un moment donné, ça va... La prochaine fois que j'aurai plus d'opioïdes et que je pourrai pas respirer, ce sera fini. Parce que, voilà. Quelle horreur, tu as dit... Mais non, mais vraiment, j'ai envoyé à Mochi aussi toutes les informations avec la dernière énergie que j'avais. J'ai envie de pleurer, rien que d'y penser, parce que c'était une sensation difficile, quoi, de se dire... de se dire que t'allais mourir, quoi. Enfin, je suis dans les... Comment t'expliquer? Je pense que... Ok, c'est peut-être exagéré ce que je vais dire, mais je suis presque persuadée que si j'avais pas été aux États-Unis, ce serait pas arrivé, parce qu'il y a qu'aux États-Unis que le système fonctionne si mal. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas m'imaginer ça en Belgique. Japon, je sais pas, j'ai jamais été vraiment hospitalisée, mais je trouve qu'ils font bien leur travail, tu vois. Mais je me suis dit, en fait, c'est la faute à être venu ici, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je serais pas ici, je serais pas dans ce pays, ça me serait pas arrivé. Parce que, ici, on est des clients, on n'est pas des patients. C'est pour ça que on doit commander nos médicaments, ou je sais pas, et c'est tout un système de commande comme si... Ils font pas passer l'humain avant... l'argent. Ils font passer l'argent avant l'humain, c'est ça que je veux dire. Et comme le truc de l'assurance, comme le truc de pourquoi j'ai pas eu mes pilules, moi je suis sûre qu'il y a un truc dans le système qui fait qu'en fait j'ai juste pas eu mes médicaments parce que s'ils signaient avant 1 heure ou qu'ils signaient après 1 heure, ils gagnaient plus d'argent sur la prescription. Moi je suis sûre qu'il y avait une histoire comme ça, tu vois. Je peux pas prouver, mais pour moi c'est comme ça que ça marche.
Et rien que quand j'ai vu comment j'ai été soignée, enfin, je trouve aussi que... Voilà. Et je me suis dit, j'ai vraiment regretté toute ma vie, quoi. J'ai eu tellement de regrets de me dire, je vais mourir toute seule à des milliers de kilomètres de ma famille. Je peux même pas voir ma fille. Mon mari peut même pas être avec moi parce qu'il doit s'occuper de ma fille et qu'à cause du Covid, tu peux pas avoir d'enfants dans les couloirs, dans les visites. Je vais mourir toute seule au fin fond du trou du cul d'un pays dont je n'ai rien à foutre. Moi, je m'en fous des États-Unis. Je sais que t'as plein de gens. Moi, ça me choque quand je vais sur TikTok et que je vois plein de comptes de gens qui sont méga fans des États-Unis, qui font « Regardez, ça c'est la vie aux États-Unis, regardez ça. » Et ils ont des centaines de milliers de followers, ces gens-là, et des centaines de milliers de vues. Et moi, je me dis « Mais je fais tellement pas partie de ces gens-là. Moi, je suis tellement pas passionnée par ce pays, en fait. » Tu vois ce que je veux dire ? Et qu'est-ce que je fais là, en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça vaut pas la peine, tu vois ce que je veux dire ? Si j'étais genre méga fan et tout, tu vois, j'aurais dit ok, mais bon bref. Je me suis dit, je vais mourir et j'ai envoyé toutes les histoires de tout ce qui s'est passé dans l'ordre avec le nom du docteur qui n'a pas signé la prescription et j'ai dit, si je meurs, je veux que tu fasses un procès. J'ai dit, c'est horrible quand tu y penses, mais j'ai dit, si je meurs, parce que dans ma tête j'allais mourir, si t'es là-bas que pour l'argent, mais oui, clairement. On était là pour les opportunités et c'est vrai que les opportunités, elles sont complètement présentes. Les opportunités, c'est vrai qu'elles existent aux États-Unis. Mais c'est clair que... Moi, j'ai trouvé ça très inhumain, en fait. Tout le processus. Enfin, c'est super grave qu'il m'ait pas donné mon hélicuisse. C'est super grave. Enfin, bref. Et donc, j'ai donné tous les noms à Moïse. J'ai dit, tu fais un méga procès. Il n'est pas question que tu laisses les gens s'en sortir comme ça. Alors que moi, je considérais dans ma tête si je mourais, pour moi, c'est eux qui m'avaient tuée. C'est le système qui m'a tuée, tu vois. Parce que j'ai jamais rien eu. Donc pour moi, c'était eux qui m'avaient tuée si je mourais. Et du coup, j'ai comme ça souffert le martyre pendant... le lendemain. Donc je fais la nuit comme ça, donc je dors presque pas, parce qu'ils me font plein d'examens, ils vérifient si je respire, ils me changent mes médicaments, blabla. Ils m'aident à aller aux toilettes. Enfin, pas vraiment, tu vois, ils viennent juste décoller les trucs comme ça, juste le temps que j'allais aux toilettes quand je me sentais un peu bien. Et j'ai pris une douche aussi, j'ai réussi à prendre une douche, j'étais contente. Mais après, le lendemain matin, je suis encore comme ça, je suis encore en train de souffrir le martyre. Et je reçois un appel sur le téléphone de ma chambre, ok ? Donc moi je me dis, ok, je suis comme ça. Déjà, moi je suis comme ça, tu vois. Je sais pas bouger, j'ai ma sonde qui passe au-dessus, j'ai le fil de mon oxygène qui fait blablabla tout le tour, j'ai plein de câbles sur ma poitrine et tout, sur mon ventre, qui sont reliés à une espèce d'autre machine, et je suis comme ça. Et je suis censée, genre, prendre le téléphone qui est là, tu vois. Et j'ai du mal à respirer et tout, donc je suis là, genre... je prends le téléphone, je suis comme ça. Hello. Tu vois, je sais pas respirer, quoi. Donc je parle avec une petite voix et tout. Et vous savez ce que c'était ? Vous allez pas y croire, hein. C'est impensable de laisser quelqu'un susceptible de thrombose sans anticoagulant prendre l'avion, c'est trop risqué, c'est un truc de malade, franchement. C'était pas le médecin. Non, c'était pas le médecin. C'était pas l'assurance, c'était la compta de l'hôpital. C'était la comptabilité de l'hôpital. Ils venaient chercher leurs factures. Mais au secours! J'ai passé la nuit à chialer. J'osais pas décrocher le téléphone de mon père, ma mère, ma soeur. Tout le monde m'appelait de fou pour savoir comment j'allais. Et j'osais pas décrocher tellement j'avais une sale gueule. Et je parlais comme ça, parce que je savais pas respirer. Donc je parlais presque pas, tu vois, parce que je savais pas respirer. Donc je voulais pas décrocher. Et la compta m'appelle. Ils disent bonjour, vous êtes bien est-ce que vous êtes bien à telle chambre ? Donc ils sont dans l'hôpital, hein, les mecs. Et ils savent que je suis encore à l'hôpital, hein, vu qu'ils m'appellent sur le téléphone de l'hôpital et qu'ils savent dans quelle chambre je suis. Oui, c'est moi. Je me dis quand même pas, ils vont pas oser. Et ouais, c'est un film de comédie, quoi. Et ils disent, voilà, en fait, on a parlé avec votre assurance, et en fait, voilà, au final, vous devez payer 4 000 €. J'étais dans mon lit d'hôpital. J'étais encore presque incapable de parler. J'avais mal. J'avais passé une des pires nuits de mon existence. À chaque fois que j'avais des douleurs dans la poitrine et dans les côtes, j'étais sûre que j'allais crever. J'ai fait des crises de panique. J'ai été droguée aux médicaments toute la nuit. Et elle m'appelle, elle me dit, toute seule comme une grosse merde que j'étais,
Et elle me dit, vous devez payer 4 000 euros. Donc moi, je laisse un gros blanc. Vous voulez payer en cash? Non, vous voulez payer en plusieurs fois ou vous voulez payer par carte directement? Ben, j'ai dû faire. J'avais pas le choix. J'ai dû faire un virement. Du coup, j'étais comme ça, je vous jure. Je vais vous mimer la scène. Vous voyez mon fauteuil, hein. Excusez-moi, j'ai plein de vêtements là. Hop, on s'en fout. On va dire ça, c'est mon sac, ok? J'étais comme ça dans mon lit d'hôpital, ok? Vous voyez pas ma culotte, hein. Je suis comme ça, avec tous les câbles, j'avais le téléphone là. Alors je dis, mon sac était par terre là. Alors je fais, attendez, je dois prendre ma carte. Et j'avais la sonde qui était reliée. Mais ils sont trop cons parce qu'ils ont mis la sonde là. Mais en fait, elle était reliée à un truc de l'autre côté. Donc j'avais un fil qui me passait devant. Enfin bref, je dis, attendez, je dois vous déposer. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je la dépose et je fais, comme ça, avec tous mes câbles et tout. Je pouvais pas me mettre sur le ventre parce que j'avais tous mes câbles comme ça. Et je cherche dans mon sac, comme ça, comme une grosse merde. Comme une énorme bouse de vache. Je suis comme ça. Et je prends... avec toute la difficulté du monde, hein, je sors la carte. Je sais pas encore parler, j'ai pas de souffle. Hein. Je suis comme ça. Alors mon numéro c'est 4 1 6. Comme ça. Merci beaucoup, elle dit, elle raccroche. J'étais même pas encore sortie de l'hôpital. Qu'elle me fait ça, quoi. Mais t'imagines le trauma? Et j'ai appelé Moïse, j'ai dit, elle m'a fait payer 4 000 euros la meuf et tout. Il dit, bah ouais, bah c'est comme ça, nanana, c'est le système ici. J'ai dit, mais tu te rends compte que c'est horrible? Tu te rends compte de ce que je viens de vivre? Et après ça, mon docteur, il vient me voir, il me dit comment vous allez et tout. Et il disait qu'ils étaient en train de réfléchir à me faire un autre scanner et à réfléchir à retirer manuellement le caillot. Mais qu'ils ont peur à cause des risques de l'opération, parce que je peux avoir beaucoup de risques vu que c'est une opération ouverte, blabla, ou je sais pas. Non, c'est pas une opération ouverte. Non, c'est une opération, il m'a expliqué qu'on rentre par en dessous, mais bref, il y a des risques, machin, parce que c'est quand même une opération. Et en fait, moi, j'ai dit non, vous ne me touchez plus. Sinon, je vais devoir payer 4 000 euros encore. J'étais là, genre, vous ne me touchez plus, ne faites plus rien. Non, mais du coup, on doit en fait trouver quelqu'un pour mesurer votre sang, parce que du coup, j'ai reçu toute une méga liste de médicaments à prendre. J'ai eu un traitement hyper lourd et tout. Enfin, bref, ça c'est encore une autre histoire. Et ils me disent, mais du coup, en fait, vous devez faire vérifier votre sang et tout. Et en fait, on peut pas vous laisser partir tant qu'on n'a pas trouvé quelqu'un pour vérifier votre sang. J'étais là, vous allez me laisser partir aujourd'hui parce que je paye pas pour une chambre d'hôpital encore ce soir. Ils voulaient me garder le week-end. On était vendredi, tu vois, ils voulaient me garder jusqu'à lundi. J'étais là, non, je rentre à la maison, désolée. Je peux pas payer 4 000 euros par nuit. Je suis désolée, non. Je vais pas payer 4 000 euros par nuit, je suis désolée. Je vais en avoir pour 20 000 euros, quoi. Ouais, blablabla dans mes oreilles, carrément. Je connais quelqu'un qui a vu son père mourir d'un cancer dans un hôpital privé. Ils essaient de faire un dossier pour un procès, mais ça va lui prendre des années. C'est terrible de devoir rentrer à cause d'une question de budget alors qu'on a besoin de soins. Mais les sous, on les a, mais c'est juste que moi, je trouvais ça inacceptable. Et j'ai dit non, c'est bon. Mohi va me conduire à l'hôpital à chaque fois qu'il faudra faire des tests et c'est bon, tu vois. Tu as pensé à prendre l'avion pour partir en Belgique? J'y ai pensé, mais je peux pas, c'est le principe. C'est que j'étais pas en état de prendre l'avion. Enfin bref, à ce prix-là, ça comprend une chambre aux Bahamas, mais c'est ça que j'avais envie de dire, quoi. Vu le traitement que j'ai eu, enfin je suis désolée, moi, je vous dis pas la bouffe, j'ai pris des photos pour montrer à mon père et tout. Parce que mon père, il est traiteur et tout. Hein. Donc d'abord, mon premier repas, ça a été ça. Une espèce de croissant au jambon fromage, avec une petite compote sur le côté, une espèce de moutarde de sauce dégueulasse, là, ok. Mon second repas, attends, je sais pas si j'ai pris tous mes repas, hein. Mon second repas, c'était ça. Franchement, la présentation et tout, enfin, laisse tomber. Ça, c'était bon, par contre. Ah, mais je peux pas vous montrer la photo parce qu'il y a mon nom dessus. Ça, c'était le midi du jour suivant. Laisse tomber, quoi. J'ai pas tout pris mes repas. On dirait de la bouffe de restaurant universitaire, le foutage de gueule. Mais tu vois, enfin, je veux dire, je suis désolée, tu payes 4 000 euros la nuit. Moi, je m'attends à du steak bourguignon, quoi. Du bœuf bourguignon, pardon. Mais si j'ai une assurance, c'est ça le pire. J'ai une assurance. Bref. Après, c'est quoi la suite de l'histoire? Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée à la maison en fauteuil roulant. Parce que je pouvais pas marcher, parce que voilà. Pas de souffle, le médicament qui me droguait complètement, interdiction de conduire. Donc Mohi a dû venir me chercher avec Momo, ce que je trouve invraisemblable. Ce qui m'a fait le plus de peine, hein, c'est que Mohi m'a dit après que il avait expliqué à sa mère ce qui se passait. Et sa mère, petite japonaise du fin fond de la campagne, hein, qui pète pas un mot d'anglais, elle a
70 ans, donc 70 ans. Elle a dit je vais prendre l'avion, je vais venir vous aider. Tu te rends compte de la tristesse? Je vais prendre l'avion et je vais venir vous aider, quoi. Moi, j'ai trouvé ça d'une tristesse, j'ai trouvé ça d'un pitoyable. C'est quoi cette situation, en fait? Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, mais c'est pas à elle de dépenser 2000 € dans un billet d'avion, alors qu'elle parle pas anglais, de devoir tout se taper toute seule, et de venir... tu vois, normalement, je sais pas, la famille, elle vient à la maison, normalement, tu vois. Je dis non. J'ai dit ça vaut pas la peine. Donc après je suis rentrée à la maison comme une merde. Mochi s'est super bien occupé de moi. Je pouvais pas descendre les escaliers. Donc je restais dans le lit toute la journée. Je souffrais. Enfin vraiment j'avais très très mal. Je prenais mes piqûres. Enfin c'était un peu l'enfer. Et là j'ai vécu l'enfer pendant à peu près 2 semaines quoi. 2 semaines de douleur non peut-être pas 2 semaines. Une semaine en tout cas. Ben ça faisait 2 semaines plus. Ouais. Ça faisait à peu près 2 semaines parce que là, c'est vraiment, ça fait 4-5 jours que je me sens super bien. Vraiment. Mais sinon, à part ça, j'étais vraiment dans le lit, souffrir le martyre à chaque fois que je respirais. Et c'était angoissant parce que j'avais pas l'oxygène. Et du coup, je me droguais aux médicaments pour éviter la douleur. Et j'essayais de respirer. J'étais sur TikTok toute la journée à rien faire. Je savais pas parler. Puis je lisais des articles horribles sur l'embolie pulmonaire qui disaient que t'avais des gens qui s'en remettaient jamais. Et du coup, directement, dès que j'ai su marcher, j'ai commencé à faire de la rééducation et tout. Et je pense que c'est la rééducation qui m'a aidée le plus. Parce que si j'étais restée au lit tout le temps, je pense que la rééducation, ça a été super important. Le problème de partir, c'est de se dire que selon où elle va, hors la santé, elle aura pas le même espace pour vivre et tout. Tu auras fait des examens de contrôle. Je dois faire toutes les semaines. J'ai trouvé un médecin près de chez moi qui me fait mes analyses de sang pour voir si ma coagulation se passe bien. Et j'ai plein de rendez-vous médicaux et... Mais moi, ça va. Franchement, maintenant, ça va. La rééducation, c'est du cardio. C'est marcher à un rythme assez rapide. Je dois faire plusieurs exercices. Je dois faire des exercices avec mes jambes et tout. Ça a de quoi dégoûter du pays. Mais moi, de base, j'étais déjà dégoûtée du pays. Hein. Objectivement parlant, les États-Unis, je l'ai déjà dit plein de fois. Parce que souvent, les gens ils disent « Ouais, t'as l'air de détester le Japon parce que tu parles mal du Japon. » Non, je suis objective avec le Japon. Enfin, je veux dire, pour moi, quelqu'un qui dit qu'un pays est parfait parce qu'il est super fan du pays, c'est que c'est pas de l'amour. C'est pas de la vraie affection, c'est pas de la vraie passion. La vraie passion, c'est quand tu sais accepter quelque chose et l'aimer malgré ses défauts. Et je pense que c'est ça ça, c'est le vrai amour. C'est quand tu prends quelque chose avec ses défauts et que tu fais pas comme si les défauts n'existaient pas, tu vois. Mais je pense que les gens qui sont fans des États-Unis et tout, ils sont complètement comme ça parce que je vois le compte de French Lilo. Elle parle sur TikTok des États-Unis et tout le temps, mais elle dit directement quand il y a un truc qui est pas bien aux États-Unis, elle le dit cash, elle dit ça c'est nul, mais tu sens qu'elle est hyper passionnée par le pays et que malgré ça, elle veut quand même toujours y être, tu vois. Mais c'est pas mon cas, tu vois. Enfin, franchement, moi j'étais déjà dégoûtée des États-Unis depuis longtemps parce que c'est ça la différence entre l'amour justement. Enfin, l'amour, la passion et tout, c'est que moi j'ai jamais aimé les États-Unis. Moi j'aime bien mon mode de vie ici, mais c'est pas un pays que j'aime. Donc dès qu'il y a un truc que j'aime pas, ça me dégoûte du pays. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es dégoûté par quelque chose malgré le fait que tu l'aimes, c'est que tu l'aimes pas. Tu vois? Comment s'est senti Momo face à ça? Je pense que quand je suis rentrée à la maison, c'est la partie qui a été la plus difficile pour elle, c'était que je sois alitée tout le temps. Pas parce qu'elle était inquiète pour moi. J'ai pas l'impression qu'elle était inquiète pour moi, mais j'ai l'impression qu'elle s'est sentie très isolée en fait. Parce que c'était pendant une semaine et demie que j'étais dans le lit comme ça. Le docteur m'a dit que ça aurait pu durer 6 mois. Donc je suis ravie. 1 semaine et demie, c'est extraordinaire. Mais moi, je pensais que je me remettrais jamais. Je pensais que plus jamais je pourrais chanter. Je me souviens que je pleurais avec Mochi. On pleurait tous les deux dans le lit en disant je pourrais plus jamais chanter. Sur Facebook, il y a une page ultra objective sur le Japon qui s'appelle Monsieur Japonisation qui dit les bonnes et les mauvaises choses du pays. Tu as le mal du pays. C'est là où je voulais en venir. J'ai pas su formuler le truc. De quoi tu parles? C'est normal à 4 ans qu'elle ne s'inquiète pas. Le concept de la mort ne s'est pas encore entièrement développé. Mais tant mieux. Franchement, moi, je suis contente qu'elle était pas inquiète. Mais je pense qu'elle s'est sentie fort isolée et que c'était difficile pour elle de venir me voir et que moi, je disais juste... je suis trop fatiguée, tu vois. Genre, tu peux rester dans la pièce avec moi, mais je vais pas interagir avec toi. Je suis trop fatiguée. Je pense que ça, c'était dur parce qu'elle s'est sentie rejetée, elle s'est sentie isolée et elle sait pas pourquoi. Un peu comme quand elle est venue là, maintenant, pendant le live, quoi. C'est la partie compliquée. Elle m'a même demandé si je l'aimais encore. C'est vraiment pour vous dire. Et j'étais là genre, mais
Comment tu peux poser cette question, quoi? Donc je pense que c'est plus dans ce sens-là que ça l'a traumatisé, tu vois. Pour Mohi, au moins leurs états, tu vois, face à tout ça. Ben Mohi, il a pleuré énormément, il était très inquiet, il s'en voulait beaucoup parce que il m'a dit, en fait, c'est moi qui t'ai mis dans cette situation. Parce qu'il a dit, c'est pour moi qu'on est venu aux États-Unis et c'est toi qui en paye le prix, quoi. Et voilà, il pleurait en me disant ça, il me disait qu'il s'en voulait très fort, de tout, enfin bref. Mais c'est pas quelque chose qui se chope, c'est une maladie que j'ai depuis que je suis toute petite, mais en fait, j'ai pas eu mes médicaments, quoi. Donc voilà, enfin, vrai. En gros, ça va mieux, franchement, ça va mieux. Toute la partie alitée à la maison, toute seule, sans avoir accès à des soins hospitaliers, c'était très dur, c'était très angoissant. J'envoyais souvent des messages à Mohi en disant si je meurs, nanana, tu vois, je réfléchissais à chaque fois, qu'est-ce qu'il doit faire si je meurs? Ah oui, il doit contacter ma sœur. Ah oui, il doit contacter un tel. Ah oui, il devra s'occuper de ça. Je lui disais limite comment s'occuper de Momo, tu vois, tellement j'étais inquiète. La pilule, j'ai dû arrêter. Il ne serait pas travailler à distance si vous changez de pays par la suite. Non, tu peux pas faire ça. Oui, j'ai très peur. Vraiment, j'ai peur. Je suis pas bien du tout. Ça a été une énorme remise en question de toute ma vie. Cette expérience-là, vraiment, te retrouver à cause. J'ai envie de dire à cause, mais d'un côté, est-ce que c'est vraiment à cause d'eux? Je sais pas, parce qu'après, j'ai été à l'hôpital aussi. J'ai été voir ma gynéco et je lui dis ouais, vous avez pas signé le papier et tout, et j'ai eu une double embolie pulmonaire à cause de ça et tout. Et alors elle dit tiens, c'est bizarre, j'étais sûre d'avoir signé le papier il y a 2 mois. Et j'étais là, bah apparemment non, parce que moi j'ai pas reçu. Donc moi je suis là genre, enfin ça aussi ça m'énerve super fort, quoi. Est-ce que vous réfléchissez à partir des US du coup, ah mais c'est sûr qu'on part, c'est sûr. Dès qu'on peut on se casse, c'est fini. Ouais, ils se renvoient la balle parce qu'ils ont peur de partir en procès, en fait. Et le pire, et ça a rendu Mohi fou, et ça m'a rendu folle, c'est que, en fait, j'avais besoin d'une prescription de médicaments antidouleurs quand j'étais à la maison alitée, d'accord? Et du coup, Mohi dit, je vais aller les acheter, tu vois. Donc moi, j'appelle l'hôpital dit, ok, on va vous les prescrire. Je dis, ok, je raccroche. Et puis, quelques heures après, j'appelle ma pharmacie. C'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis, en fait. L'hôpital va directement à ta pharmacie et toi, tu peux aller directement chercher à ta pharmacie. Et du coup, j'appelle ma pharmacie et je dis, du coup, est-ce que vous avez reçu ma prescription? C'est quoi votre nom, nanana? Ah, mon nom, c'est nanana, je suis née telle date, nanana. Et du coup, ils disent, ah oui, vous pouvez venir le chercher, mais c'est à une autre pharmacie, c'est à un autre CVS, plus par là-bas, tu vois. Enfin, ils donnent une autre zone près de chez moi. Je dis, ok, c'est chelou qu'ils donnent une autre zone près de chez moi, mais bon, ok. Donc je dis à Mohi, je l'appelle pas vu qu'il est là, je dis à Mohi, ouais, tu peux aller chercher à telle adresse. Tiens, c'est bizarre, c'est pas l'adresse habituelle, je sais, mais ils ont dit que ma prescription était là-bas, peut-être que le médecin s'est trompé. Donc le médecin, du coup, Mohi, il se tape toute la route jusqu'au CVS. Ah, on n'a pas reçu de prescription. Ils n'ont pas reçu de prescription. Donc j'étais là genre c'est bizarre. Donc ça aussi ça nous a rendu fous, tu vois. J'ai dit mais c'est quoi cette merde? Et du coup je dis ouais c'est bizarre parce que moi ils m'ont dit qu'ils avaient reçu la prescription. Je rappelle l'autre CVS, je dis ouais du coup apparemment ils ont pas la prescription. Ah non on sait pas, nous on sait que la prescription elle est chez vous parce qu'en fait on a reçu la prescription ici mais qu'on n'avait pas le médicament en stock, du coup il fallait aller de l'autre côté. Je dis ok quoi, enfin je sais pas, du coup Mohi dit bon bah j'ai pas le temps d'attendre, ils veulent pas me donner ta prescription donc je dois rentrer à la maison parce qu'il avait un meeting, donc il rentre à la maison comme un connard et moi après je rappelle l'hôpital et je dis ouais c'est bizarre, on n'a pas reçu la... Moi je souffrais, hein. J'avais plus de pilules, hein. Donc j'étais en pleine douleur et je rappelle l'hôpital et je dis parce qu'il y a que moi qui peux l'appeler, Mohi peut pas appeler pour moi parce que ça aussi c'est un système, et je rappelle l'hôpital et je dis ouais je comprends pas la prescription dadada. Ah on n'a pas encore fait la prescription. Il était 4h de l'après-midi, hein. J'avais téléphoné le matin. Hein. On n'a pas encore fait. J'ai une embolie pulmonaire. Je souffre le martyr. On n'a pas encore fait. Là, Mohi, il est devenu fou. Heureusement que t'as un bon niveau d'anglais. Et encore, parce que parfois, ils me disent des trucs que je comprends pas, mais j'arrive quand même à, tu vois. Je suis partie aux États-Unis pendant 2 semaines. Là, je rentre en France et j'ai prié pour qu'il ne m'arrive rien. J'ai fait un mini malaise, mais j'ai pris sur moi. Car je suis seule ici, j'ai pas d'argent. Oh, petite trite. Mais changer de métier, les gars, quoi, franchement. Et du coup, après, je dis, non, mais vous vous rendez compte, en fait, j'ai fait une double embolie pulmonaire, j'ai besoin de mes médicaments, en fait. C'est pas genre, vous le faites quand vous voulez. Genre, j'ai besoin de mes médicaments maintenant. C'est pas quand vous avez le temps après votre pause caca, tu vois. Et alors là, après que je me sois vraiment énervée, là, comme par hasard, 5 minutes après mon appel, je reçois une notification. Ah, du coup, on a envoyé votre prescription. Hein.
Et là, Mohi a pu aller chercher mon médicament. Et là, Mohi, il a dit, mais c'est incroyable, quoi. Et j'ai dit, mais tu sais que c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est c'est exactement la raison pour laquelle j'ai eu mon embolie pulmonaire. J'ai dit, ces gens vont nous tuer. Ces gens vont me tuer. Ils vont me tuer, ils vont me buter, quoi. Parce que c'est exactement ça, je suis désolée. C'est pour ça que dans un premier temps, j'ai eu mon embolie. Parce qu'ils savent pas envoyer, ils savent pas signer, ils savent pas faire, alors il y a un problème d'assistant, finalement c'est un tel, finalement c'est pas lui, et finalement il faut courir de l'autre côté. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de difficile à signer une putain de prescription de merde? C'est incroyable. Ils veulent rendre les gens plus malades pour avoir plus d'argent, quoi. Mais moi je pense, moi je suis désolée, mais pardon, je m'emballe, mais il y a trop de choses qui me dérangent dans ce que tu dis, et ce que d'autres personnes de ma famille adoptive ont pu me dire. Mais je sais pas de quoi tu parles, les yeux amandes. Attends, je vais remonter un peu. Cette image devait être terrible pour lui. Que tu dises ça, et même pour toi, programmé parce que tu te sentais partir, tous les détails de ton départ et tout, mais c'est horrible. Non, franchement. Non, c'était au Japon, tu n'as jamais eu ce genre de soucis concernant la prescription. Moi, je trouve qu'au Japon, déjà, c'est le même système de santé qu'aux États-Unis, mais les prix sont plafonnés. Tu vas pas payer 1 million comme ici, tu vois. Je pense pas qu'au Japon, j'ai jamais été hospitalisée comme ça, ni même en Belgique, ni même au Japon, mais ils vont pas te dire 4 000 € la nuit, tu vois. Peut-être ils vont te dire 500, 600, 700, mais ils vont pas te dire 4 000 €. Aux États-Unis, tu vas devoir avoir... Par exemple, le papa de Mohi a eu un cancer, ok? Donc, ils ont dû payer 5 000 € pour le traitement. Aux États-Unis, t'as un cancer, tu dois payer 200 000 €. Tu vois ce que je veux dire? C'est le même système, mais les prix sont pas aussi gonflés, quoi. Et je trouve qu'au Japon, de mon expérience personnelle, je trouve que c'est souvent... Je trouve qu'ils donnent trop de médicaments, trop de pilules. Tu sens que l'industrie pharmaceutique... C'est pas l'industrie médicale, hein. L'industrie pharmaceutique, j'avais lu un article sur ça il y a longtemps qui disait que le cosmétique et le pharmaceutique, c'est 60% des revenus du gouvernement. Donc dès qu'ils peuvent te vendre un médicament, ils vont le faire. Et du coup, ils sont tout le temps avec plein de médicaments, des petites pilules miracles et tout. Et tu vas à l'hôpital, une fois, ils vont te donner 5 pilules différentes, quoi. Mais c'est pas du poison, leurs pilules. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils facturent pour n'importe quoi. 40 $ pour un pansement de l'eau. Mais oui, parce qu'en fait, personne vérifie les factures. Moi, une fois, j'ai essayé de demander ma facture, le compte rendu de la facture, tu vois, tout un par un. Et ils ont pas voulu me le donner. Ils ont dit, mais on n'a pas et tout. Alors que j'ai dû payer 120 €, tu vois. J'ai dit 120 € de quoi? J'ai parlé au docteur 5 minutes. Mais ils font quoi? Le docteur touche sa partie et les assurances touchent l'autre partie, hein, c'est tout. Le prix de base ne correspond à rien. Donc quand tu demandes une itemized, ça s'appelle, quand tu demandes tous les détails de ton truc, ils savent pas te le donner. Parce qu'ils sont obligés de te montrer qu'ils t'ont taxé 40 € pour de l'eau, quoi. Enfin bref, c'était l'histoire. Maintenant ça va beaucoup mieux. Je suis toujours à risque, donc maintenant je suis condamnée à prendre des médicaments tous les jours pour le reste de ma vie. À cause de ça, et je suis condamnée à toujours devoir aller chez le docteur faire mesurer mon sang. Donc c'est vraiment chiant, toutes ces conséquences. Mais voilà comment j'ai frôlé la mort. Voilà, en fait, c'était l'histoire de comment j'ai failli mourir. Et comment je suis quand même là aujourd'hui, mais quelle vie de merde, quoi. Franchement, se faire hospitaliser aux États-Unis, je ne comprends pas. J'en ai parlé avec mes copines, avec ma meilleure amie américaine. J'en ai parlé avec elle, et elle aussi, elle dit, je sais, mais pour moi, elle se rend pas autant compte que moi, parce que quand je lui ai dit, tu te rends compte quand même que j'étais encore hospitalisée, j'étais encore en souffrance, et ils m'ont demandé 4 000 €, quoi. Alors elle dit, oui, mais ils font passer l'argent avant l'humain, quoi, ici. Tu devrais demander un avis dans un hôpital belge ou français, ouais. Non, mais franchement, moi, je sais que la prochaine fois que j'ai un truc, je vais me faire soigner en Belgique. Il faudrait que je trouve un moyen. J'ai demandé à ma sœur très sérieusement, j'ai dit à ma sœur, si ça continue, moi je vais aller me faire soigner en Belgique, je m'en bats les couilles, tu vois. Reste fort Zoé, je te souhaite d'aller de mieux en mieux en espérant que ça n'arrivera plus, mais complètement. Dans quel pays vous aimeriez partir, du coup? Japon, Belgique? Moi j'aimerais partir en Belgique, Mohi il aimerait partir au Japon, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est sûr qu'on part. Là, on a pris la décision de partir. Après cette mauvaise aventure, on a pris la décision de partir. Là, on s'est dit... la santé, c'est plus important qu'avoir une grande maison, que de... Je préfère me soucier de l'argent que de me soucier de ma santé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère vivre dans un tout petit appartement à Bruxelles et être avec ma famille et avoir des soins de santé et avoir l'accès aux transports en commun, pas avoir de voiture, avoir du mal à boucler mes fins de mois, peut-être même,
que de risquer de crever parce qu'ils veulent pas me donner mes médicaments, quoi. C'est incroyable. Est-ce que Momo pourrait développer la même maladie que moi? Oui. Mais pour le moment, il y a rien. Est-ce que Mohi peut travailler en Belgique? Ah, ça, c'est la grande question. C'est sûr que si tu meurs, c'est pas ta grande maison qui va te soigner, mais exactement, en fait. Moi, jusqu'à présent, j'ai jamais eu vraiment des problèmes de santé graves, donc je faisais ma petite vie aux États-Unis, je profite. Il fait toujours un soleil merveilleux, les gens sont très gentils, les paysages sont fantastiquement beaux, la nature est merveilleuse. Bon, la bouffe est pas excellente, mais au moins on peut aller aux toilettes gratuitement et on peut boire à volonté quand tu vas au resto. Il y a des magasins ouverts 24 heures sur 24. Enfin, c'est vraiment, il y a un confort de vie quand même, tu vois. Mais si tu meurs... Et en plus, quand je suis rentrée en Belgique, moi, ça m'a fait un choc parce que je me suis rendu compte qu'en Belgique, maintenant, il y avait plein de magasins qui étaient ouverts jusque plus tard quand même. Il y a plein de petites Deleuze un peu partout, je sais pas. Je crois qu'il y a des Deleuze en France aussi. Où allez, des petites pompes et Deleuze où tu peux aller acheter des fruits, des légumes et tout. Enfin, c'est extraordinaire. C'est comme des combini au Japon, quoi. Enfin, c'est la même chose. Sauf que c'est plus sain ce que tu trouves dans le Deleuze qu'au combini, quoi. Donc c'est encore mieux. Je sais pas, quand j'ai vu le mode de vie en Belgique, je me suis dit, mais en fait, on n'a pas besoin de payer pour une voiture, parce qu'il y a le transport en commun. On n'a pas besoin, même on peut juste aller acheter un truc dans le magasin, aller, tu sais, dans l'épicerie à côté. Il n'y a pas besoin d'argent pour une voiture, il n'y a pas besoin d'argent pour les soins de santé, vu que voilà, tu payes déjà avec ta mutuelle et tout. Il n'y a pas besoin d'argent pour avoir accès à de la nourriture correcte, vu que la nourriture correcte, c'est un droit en Belgique. Et il n'y a pas... Enfin, je sais pas, on n'a pas besoin d'avoir une si grande maison, tu vois. Enfin, je sais pas. Aujourd'hui, si t'habites dans une ville France-Belgique Suisse, t'as pas vraiment besoin de voiture ou tellement peu souvent que tu fais de l'autopartage ou blablacar. Mais oui, on peut toujours se reconvertir et tout recommencer, mais complètement. Après, déjà, si vous êtes dans un pays européen, c'est peut-être mieux niveau santé, un endroit où parle anglais, UK, Pays-Bas. Ouais, c'est vrai. As-tu tourné des vidéos en Belgique? Ça serait trop intéressant. J'ai que tourné des vidéos à Paris. Le système de santé aux USA, ça dépend souvent du président. Comme avec Obama, il a eu des problèmes de santé qui a été aboli avec Trump. Mais je pense pas que ça a été aboli complètement parce que le truc du Medicare, il y a encore des hôpitaux gratuits, tu veux dire. Mais moi, je vais pas dans un Medicare. Hein. Quand tu payes, comment t'es soigné, imagine dans un Medicare où les gens sont pas payés, en fait. Enfin, où les gens sont moins bien payés. Tu vas partir quand? Mohi doit finir son contrat. Il a un contrat parce qu'il a signé pour une green card et tout, donc il est obligé, entre guillemets, de terminer cette partie-là. Il doit passer des examens pour avoir des équivalences de diplôme. Tous les gens qui doivent décéder aux US, tu dois avoir hâte. Ouais, j'ai super hâte. Ah, j'ai super hâte, je sais pas attendre, en fait. Après ce qui m'est arrivé, aller aux hôpitaux, ça me dégoûte. J'ai un profond dégoût de certaines choses. J'ai un dégoût quand je vois la bouffe dans les magasins, je suis dégoûtée. Il y a accès à de la bonne alimentation et tout, mais ça me dégoûte de me dire que je dois, moi, faire l'effort de bien vérifier le label et tout, pour être sûre de pas me faire empoisonner, enfin, je sais pas. Du coup, voilà, c'était l'histoire de comment j'ai failli mourir. Je me suis un peu étendue, j'ai un peu tiré ça en longueur, mais comme ça, vous avez tous les détails. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des expériences similaires, ou si vous avez déjà eu des embolies pulmonaires, ça m'intéresse trop de savoir comment vous êtes remis. Moi, je me suis bien remis, j'ai beaucoup de chance, mais je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, si vous voulez partager vos expériences, allez-y, je vous fais des bisous.